Bonjour. Donc, lorsqu'on a commencé à faire le programme, on s'est dit qu'il faut quand même faire une introduction générale sur le conflit, histoire qu'on passe tous sur la même base. Et donc, on s'est dit on va faire une introduction à l'informatique quantique, qui est le même titre que le bouquin qu'on a sorti avec Philippe Gérard, mais c'était fortuné. Et donc, je ne vais pas vous vendre le livre du tout, hein, c'était juste pour la photo du premier slide, mais ensuite on va plutôt parler d'algorithmes et de qubits. Donc, alors, comme ça a été dit par Philippe, en fait, là, on est dans le GDRO et dans le groupe quantique. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la combinatoire et la recherche opérationnelle. Donc, je ne vais pas parler de tout le reste de le quantique. Les capteurs quantiques, la crypto, la communication sécurisée, tous ces trucs-là, donc la chimie quantique. Même à limite, ça pourrait être proche de ce qu'on fait. Mais non, en fait, moi, je ne vais pas en parler du tout. Je vais vraiment vous faire un focus sur nous qui faisons la combinatoire. En fait, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et donc, on va regarder un peu. On va détourner l'utilisation potentielle de l'énergie quantique pour faire du calcul. Comme on a détourné les GPU, on fait des calculs avec, c'est un peu la même chose. On a la capacité d'avoir des grosses machines qui arrivent, des grosses machines de calcul, avec une puissance de calcul énorme, parce qu'on va pouvoir faire des choses intéressantes. C'est ça la motivation. Donc je fais une petite introduction sur le techno, et après je parlerai de Grover. Alors tout a commencé dans les années 70-80, donc par Richard Feynman, des Nobel de physique, et qui a fait le papier séminal en fait, il est 82. Dans ce papier, il écrit Simulating Physics with Computers, et en fait l'idée c'était quoi? C'était que dans les années 70-80, on commençait à avoir des problèmes de calcul, en chimie, surtout en chimie, parce qu'en fait, la chimie est tellement précise qu'il se passe un phénomène quantique en chimie. Et donc simuler des équations de chimie nécessitait de simuler des comportements quantiques. On ne savait pas faire sur des machines, autres que sur des machines classiques. Il prenait un temps énorme. Et lui, il s'est dit, mais si on pouvait fabriquer une machine quantique qui a nativement des phénomènes quantiques, on pourrait simuler des comportements quantiques qui se passent en chimie, et comme ça, on n'aurait pas besoin de passer par cet artefact qui sont les machines de Neumann, etc. Pas des calculs. Donc c'est un peu ce qu'il a dit là, il voulait absolument que ce problème de physique et de computation soit dans le même domaine. Et donc il faudrait faire un kind of computer, quantum computer, c'est la première fois qu'on a dit ce mot en fait. Et alors quels sont les phénomènes quantiques qui nous intéressent sur une machine quantique? Donc moi j'en ai listé trois. Il se passe plein de trucs en quantique, mais le premier élément le plus important, c'est la superposition. C'est le fait, c'est le chat de Schrödinger avec le vivant énorme en même temps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir superposer et non pas avoir soit l'un soit l'autre, mais avoir les deux en même temps. Et donc ça, évidemment, on a une puissance combinatoire grâce à ça, parce que globalement, en fait, on va pouvoir superposer plusieurs bits dessus, et donc avoir une puissance exponentielle de représentation d'objets dans une seule variable. Avoir un nombre exponentiel de valeurs dans une seule variable. On va représenter toutes les valeurs possibles. Et on va manipuler toutes les valeurs possibles en manipulant la variable. On va juste manipuler la variable, et pourtant on va le faire sur toutes ces itérations possibles. Et non pas balayer tout un tableau. Donc ça, c'est la première grosse idée qui va vraiment nous servir. La deuxième, c'est l'intrication, c'est le fait que Gérard donne toujours un exemple. On a une pièce de monnaie c'est pile ou face. Si on la jette dans l'air, tant qu'elle tourne, en fait, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est qu'une fois qu'elle va être en l'air, on va pouvoir jouer un petit peu avec ses probas pour essayer de la faire tomber soit sur face, soit sur pile, avec des probabilités pas nécessairement égales à 2,5, pour que la faire systématiquement retomber sur pile, systématiquement retomber sur face. Et quand on va faire de l'intrication, ça va être la même chose avec deux pièces en même temps. C'est-à-dire qu'on va connecter deux pièces en même temps, on va les intriquer, on va les mêler, coordonner, ça va faire stable. Et en fait, quand on va lancer les pièces, maintenant, tout le comportement de l'un influera sur le comportement de l'autre. Donc les deux pièces retombent, je regarde une, c'est pile. Si jamais j'ai dit au niveau de l'intrication qu'il devait avoir la même valeur, ben je regarde la deuxième et ça suffit. Je relance mes deux pièces, j'en prends une autre, la première ou la deuxième, c'est face, automatiquement le et c'est obligatoire. On l'a lié, leur vie, maintenant c'est au niveau de leur comportement. C'est un peu bizarre. Donc c'est pas des vrais. Donc ça va permettre de lier les qubits et de pouvoir manipuler non pas un bit, mais plusieurs bits d'information et de pouvoir représenter des choses plus compliquées, des solutions de problèmes de développement. Par contre, on a une fragilité d'observation, c'est-à-dire qu'en fait, les phénomènes quantiques, ils arrivent à un moment, mais si jamais on regarde le résultat, on dit que ça s'écoule, ça collapse en milieu, sur une solution. C'est comme ma pièce. C'est-à-dire qu'une fois que ma pièce elle est tombée, à vos piles, et maintenant, il faut que je relance, il faut que je recommence le process. Mais je ne peux plus la remettre dans l'état où elle était précédemment, en fait, avec les manipulations que j'ai faites dessus. Donc en fait, nos variables, on va les manipuler, et elles auront des états
Et si jamais on regarde le résultat, en fait, on aura perdu cette superposition, on sera revenu dans le physique, où en fait, on se fait les états, un état, ouvert ou fermé, c'est ce qu'on fait. Et donc, on va devoir jouer avec ça. En fait, on n'a pas le droit de regarder le résultat tant qu'on n'est pas sûr qu'on maîtrise bien le résultat. On va voir comment ça se passe pour obtenir des résultats. Alors, de 82 à aujourd'hui, en fait, c'est passé pas mal de choses. Donc, en fait, en 82, Feynman, là, donc, il y a une idée. Souvent, mes étudiants, je dis que c'est la même chose que pour aller sur la Lune. Pour aller sur la Lune, Galilée regardait la Lune avec sa petite lunette, Méliès, Victor Hugo, comme Julien, Julien voulait aller sur la Lune, vous avez réfléchi, des choses comme ça. Et un jour, Kennedy dit on va aller sur la Lune, et ils l'ont fait. Ben, en fait, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que Feynman, il avait des idées comme ça, ce serait bien qu'on fasse ça, et on a mis 20 ans pour vraiment faire les choses. Entre la théorie qui s'est structurée, le concept de qubit, le concept de classe de complexité quantique, etc., de machine de Turing quantique. Donc, ça, la théorie s'est mise en branle. Les algorithmes théoriques sont arrivés, comme par exemple Peter Shor, il a réussi à trouver un algorithme de factorisation de nombres qui s'écrit avec un nombre polynomial d'instructions sur une machine quantique, ce qui est quelque chose qu'on ne sait pas faire pour l'instant, et qui est la base de la crypto. Et donc, en fait, c'est une révolution parce que c'est une accélération exponentielle par rapport à ce qu'on connaissait au niveau des machines classiques. Donc, factoriser un nombre, pour l'instant, on n'a aucun algorithme polynomial pour le faire, et on a déjà un algorithme polynomial quantique pour le faire. Mais ça, c'est la théorie, il n'y a pas de machine du tout. Grover, c'est pareil. Grover, c'est comment accéder très vite à un élément dans un tableau sans explorer tout le tableau. Je vais revenir un peu dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000, justement, ils ont commencé à construire expérimentalement des machines, des quantum computers. Donc le premier à 5 qubits, où on a vraiment commencé à manipuler ces qubits et obtenir un résultat qui correspondait à la théorie qu'on manipulait depuis très longtemps. Alors je passe plein de choses, hein, en fait. Et tu finis. Alors là, j'ai mis une page. C'est une page qui fait peur, c'est la timeline du quantum computing. Vous allez dessus. Il y a 250 événements depuis les années 80, tout ce qui a pu apparaître récemment. Et alors, si vous regardez 2020, 2021, 2022, il y a au moins 50 ans de quelque chose. Il passe plein de trucs. J'ai mis 2011 parce qu'en fait, c'est la première fois qu'un ordinateur était en vente. Que Dewey avait commencé à faire des travaux. Et en 2011, il a dit si vous voulez acheter la machine, vous pouvez acheter une machine quantique. Premier acheteur, la NSA, deuxième acheteur, Google. Et depuis, ils vendent toujours des machines et des hommes. Et autre événement important dans toute cette timeline, j'aurais plein d'événements à citer, mais le gros boom, en fait, il vient de 2019, quand, en couverture de lecture, l'équipe de Google a sorti la suprématie quantique. Un mot ambitieux. La suprématie quantique, ça dit quoi? Ça dit, d'après les théoriciens, ils disent qu'il existe un algorithme ou un problème qui peut être résolu par une machine quantique qui ne sera jamais résolu par une machine classique, même quelle que soit la capacité de machine classique. Donc en fait, c'est un droit. Et Google, en fait, ils l'ont vraiment fait, donc ils avaient une machine à l'époque qui faisait 50 qubits, et grâce à ça, ils ont fait un calcul, une espèce de calcul statistique très intéressant, en fait, de convergence. C'est intéressant dans le sens qu'en fait, il n'y a aucune unité à appliquer, c'est un exemple. Et ils ont montré qu'ils l'ont résolu en quelques secondes, en 200 secondes, je crois, comme ça. C'est la citation de l'article. Et qu'ils estimaient après qu'il aurait fallu 10 000 ans s'il fallait faire la même chose sur une machine classique. Donc ils montraient bien que c'était déjà des ordres de grandeur énormes, et que plus les machines quantiques allaient grossir, plus cette distance allait augmenter. Et donc la suprématie était assurée. Il y a eu des petits débats, etc. Il y avait des séparés. L'année suivante, il y a le Zhu Chongxi, qui est une machine quantique de 60 qubits à base de photons, pas du tout la même techno que la machine de Google, qui a dit nous aussi on a de la suprématie quantique, c'est des Chinois, bien sûr. On dit nous aussi on a de la suprématie quantique. Positionnement aussi les Américains et les Chinois. Et donc en fait, à nouveau, c'est un problème un petit peu moins théorique, mais à nouveau, alors ils ont fait un problème théorique qui dit que c'est des millions de fois plus compliqué que celui qu'a résolu de Google. Et ils l'ont fait des millions de fois plus rapidement, donc ça fait quelques millisecondes. En quelques millisecondes, ils ont résolu le problème, et ils ont dit là, c'est impossible de passer les machines. Il y a aussi des Européens qui ont fait aussi un. Voilà. Donc en fait, c'est la preuve qu'il existe un algo qui est meilleur. Ça ne dit pas que le quantum a une suprématie, c'est pas attention au truc. C'est globalement, il y aura toujours des choses qui se peuvent faire par les machines classiques. C'est comme les GPU, les GPU vont plus vite faire des choses, mais en fait, ils vont faire. Et c'est un programme qui ne marche pas du tout sur les GPU, qui ne vont jamais plus vite qu'un
Alors je vous ai mis aussi donc, plein d'images, donc là, c'est tous les acteurs du moment, donc IBM a des machines, donc des web aussi, Heredity aussi, donc Heredity ça s'appelle Internet, ça je crois. IonQ, donc IonQ c'est une autre entreprise, ça c'est une autre entreprise. Alors oui, donc là on demandait donc une machine, ça ressemble à ça, alors en fait ça ressemble à rien, parce que globalement en fait ici il y a juste un processeur, avec les qubits, donc les bits quantiques. Et en fait tous ces trucs jaunes là, c'est cette espèce de frigos énormes, donc en fait ils sont là pour réduire la température, parce que les phénomènes quantiques sur ce type d'architecture, c'est des supraconducteurs, il faut être en supraconductivité, et pour faire la supraconductivité, il faut être très fort, proche du zéro absolu, c'est pour ça qu'en fait, les machines c'est très compliqué d'en avoir physiquement, parce que c'est comme pour aller sur la Lune, c'est un exploit expérimental de physiciens de réussir à refaire à nouveau ce qu'on a déjà vu plusieurs fois. Pour aller sur la Lune, c'est pas si facile que ça. Alors, pourtant, l'humanité a réussi maintenant, c'est parti, on peut aller sur Mars. On peut aller sur Mars, ou des civilisations sur Mars, en fait, non, c'est pas facile que ça. Parce qu'on l'a vu une fois, on va aller sur Mars, c'est pas parce qu'on a marché sur Mars, on va marcher sur la Lune, pardon, on peut marcher sur ça. Donc en fait, c'est pareil, il ne faut pas aller trop vite, et on n'est pas sûr qu'on réussira à faire ce que nous voulons. Dans cette mécanisme-là, la dernière entrée que j'ai trouvée, c'était ça. C'était deux machines quantiques, enfin deux morceaux de machines quantiques, qui tiennent sur un 19 pouces. Donc 19 pouces, c'est la taille des racks qu'on a dans nos centres de calcul. Donc ça y est, ils ont mis des machines quantiques qui tiennent sur deux racks. Donc il n'y a plus qu'à les mettre dans des centrages PC bien fait. Donc, il faut dire que les machines, elles diminuent. En fait, avant, c'était des monstres. Maintenant, ça commence à être de plus en plus. On réfléchit à avoir des tailles raisonnables. Une start-up australienne affirme qu'on aura des machines de bureau, genre 20 cm par 30 cm quantiques. Je cherche le financement pour le faire. Bon. Il y a à prendre et à laisser, mais que globalement, en fait, les machines elles avancent et en fait, elles deviennent plus petites et plus de technologie. Terminé par deux choses. Qiskit, c'est un langage Python open source utilisé par IBM pour pouvoir faire tourner les programmes quantiques sur ces machines. Cirq, c'est pour Cirq, c'est la même chose de chez Google. Donc c'est la même chose, c'est du langage qui permet d'accéder aux machines quantiques et de faire des programmes. Donc en fait, ça se structure, c'est-à-dire que maintenant on est plus sur la partie soft et langage. Alors d'abord on était vraiment sur la partie expérimentale et on était vraiment très proche de la machine. Doucement, on prend un peu on n'est pas encore du logiciel, etc. Mais on prend la maturité, ça avance. Alors, dans ce que j'ai raconté, il y a plusieurs machines possibles en fait, il y a plusieurs technos possibles. Alors ça c'est un slide que j'ai volé au labo en fait. Donc à Montpellier, je suis au Lyon, c'est le laboratoire d'informatique, robotique et microélectronique. Donc il y a aussi des microélectroniques, c'est intéressant d'un point de vue implémentation de tout ça. Et donc en fait, pour faire du quantique, on a plein de possibilités. Donc tout à l'heure, on a parlé des web. Donc des web, c'est une machine qui fait du recuit quantique. Donc qui est aussi basée sur des supraconducteurs au niveau de la techno. Des web, pour l'instant, si on se connecte sur des web, on a 2000 qubits accessibles. Donc 2000 qubits, c'est énorme. Alors c'est très spécialisé pour l'optimisation, donc nous, ça nous intéresse bien parce que c'est pas grave, on ne peut pas faire autre chose que l'optimisation. Et la seule particularité, je dirais, dans les machines de D-Web, c'est que c'est des machines analogiques. Donc en fait, le phénomène quantique se passe naturellement sur la machine. Contrairement aux autres technos où on va plutôt avoir des choses de digital, donc en fait, on va simuler ce qui se passe, on va donc ces machines-là, c'est assez gros en fait, le qubit. Alors on verra dans les conditions atomiques, c'est pas si facile d'accéder directement en 2000 qubits et d'avoir un résultat sur 2000 qubits. L'autre grosse techno, c'est les supraconducteurs classiques sur des machines. Alors IBM actuellement, alors c'est un slide que j'ai volé l'année dernière, c'était 50 qubits. Cette année, c'est 127 qubits disponibles. Donc là, je vous ai tourné encore un truc hier, on peut accéder à la machine 127 qubits. Ils annoncent 400 pour la fin de l'année, 400 qubits IBM, et ils annoncent 1000 pour l'année prochaine. Et ça croît depuis qu'on a commencé, là, vraiment ils doublent leur taille à chaque fois. Google, je vous avais dit, là en 2019 c'était à 50, là ils sont à 70, il paraît qu'il y a 100. Donc ça commence à faire des tailles raisonnables, bon, c'est pas non plus monstrueux. Hein. J'ai lu hier, j'ai eu une news là alors c'est Yahoo Finance, d'un grand directeur d'IBM Finance qui racontait que pour 2025, je plus loin que l'horizon, 2025, ils auront 4000 qubits et seront opérationnels. C'est-à-dire qu'ils disent avec ça, par exemple, on pourra résoudre les problèmes de flotte de véhicules. Le gars qui citait ça, c'était l'exemple. On aura 4000 qubits et grâce à ça, on pourra résoudre les tailles de flotte de véhicules. Je ne suis pas convaincu, mais
On commence à dire des choses comme ça pour des horizons qui ne sont pas non plus en 2050, on envolera tous sur Mars. Non, là on est vraiment sur quelque chose, on va le voir. Troisième techno, qui est aussi en cours, c'est les qubits topologiques. Alors par contre, il n'y a pas de machine encore. Ça, c'est la direction prise par Microsoft. Microsoft a décidé de tout mettre sur les qubits topologiques. Donc tout ça, à chaque fois, c'est des technos différents et qui implémentent exactement les mêmes concepts théoriques qui ont été démontrés avant. Donc en fait, c'est juste un problème matériel. D'ailleurs, en fait, donc, là, théoriquement, ça sera très bon le jour où ça va sortir. Ça sera très fort. C'est-à-dire que là, on peut dire qu'il y a 50 qubits, mais ces 50 qubits qui sont très mauvais, qui ont plein de bruit, on n'est pas capable de faire vraiment nos programmes dessus, etc. Parce qu'on n'obtient pas les résultats qu'on attendait par rapport à la théorie, on a plein de problèmes. Ceux-là, en fait, ils sont purs, ils sont parfaits. Et donc, le jour où il y aura vraiment des qubits topologiques. Et d'ailleurs, IBM, quand je discute avec eux, ils disent bon, on annonce 1000 qubits sur la superconductivité, mais si vraiment les qubits topologiques, les ions, le silicium, en fait, montrent qu'ils arrivent à faire des choses bien meilleures que nos processeurs à nous, on n'aura pas d'état d'âme, on va enlever ces processeurs qu'on a fabriqués depuis 15 ans. Maintenant. Et on mettra la nouvelle techno qui marche bien pour pouvoir continuer à progresser dans l'environnement. Ils s'en fichent, hein, ils font déjà la couche au-dessus, en fait. Physiquement enlever le mauvais processeur, parce qu'en fait, on arrive dans une impasse physique au niveau expérimental et qu'on a une institution, bah, ça les dérange pas. Donc comme je disais, les Chinois sont plutôt sur le photon. Donc il y a aussi plein d'avantages, justement, il n'y a pas besoin de trop de descendre de température, donc ça peut être facile à mettre en place. Les spécialistes du silicium, genre Intel, alors eux, ils ont tous fait les quantum dots. Donc, quantum dots, c'est un petit point quantum, donc en fait, qui carré les propriétés quantiques. Alors, 9 qubits annoncés par Intel, 1000 théoriquement, 49 qubits existants, 1000 annoncés. Et surtout, je vous ai mis ça, c'est sorti l'année dernière, donc c'était en nature électronique. Alors, on voit pas très bien, c'est marqué Industrial Manufacturing Physics. C'est-à-dire qu'Intel a réussi à fabriquer des quantum dots sur des lignes de production d'Intel. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans les salles blanches de laboratoire, etc., hyper technologiques, etc. pour d'autres. C'est-à-dire que là, ils ont fait des choses dans une usine sale, entre guillemets, dans le sens c'est une usine d'Intel, c'est quand même propre, c'est bien filtré au niveau des poussières. Mais globalement, en fait, ils disent, on est au niveau industriel manufacture. Donc en fait, on est vraiment capable de produire maintenant, en séquence, en série, des grosses quantités de quantum dots le jour où on en aura besoin. Donc là aussi, ils travaillent sur l'aspect industrialisation, sur le process de performance. Et donc maintenant, je vous parlais de IonQ. Donc IonQ qui est aussi un leader, qui est aussi à 50 qubits. Alors eux, c'est des ions trapés, donc avec une bloc des ions que je joue avec. C'est plutôt magnétique. Vous voyez toutes les mêmes choses au niveau des thermiques. À la fin, c'est un qubit qui évolue, qui peut être adapté, qui peut être superposé, ce qu'on a mesuré. On a exactement le même problème. Il y avait des trucs sur les diamants, Pascal, je ne sais pas trop si. Pascal, c'est quoi? C'est des atomes froids? J'ai cru lire, mais je ne sais pas par rapport à c'est par rapport à tout ça. C'est la même techno. C'est différent. Est-ce que c'est dans une colonne que là ou est-ce que c'est une colonne de plus? C'est des atomes froids. Donc ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai vu sur le site. C'est pas la même chose que tout ça. C'est des atomes de Ribert. Les atomes de Ribert, est-ce que c'est pas une techno qui est ici? C'est une colonne de plus, c'est une colonne de Ribert. Bon, on a invité Pascal, ils ont finalement annulé la prochaine journée. On aura sûrement Pascal qui va nous présenter ses machines et ses techniques. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, on n'est pas sur une seule voie, c'est que vraiment, il y a plein de pistes qui sont évaluées pour pouvoir, sur ces machines. Donc ces machines, elles vont arriver par un moyen ou par un autre, un jour ou l'autre, il y aura quelqu'un qui va réussir à nous faire vraiment des machines quantiques, quantiques efficaces, avec un nombre de qubits conséquent, sur lesquels on pourra faire des choses. C'est quasiment sûr pour y arriver. S'il y a des limitations physiques dans certaines applications technologiques, certaines vont passer l'échelle. Alors, passer l'échelle, pourquoi faire? Alors, dernière chose. Alors, c'est pas de Pascal. Pascal est là. J'ai pas trouvé que donc, en fait, il y a aussi tout un monde de start-up qui est en train de se mettre en place. Donc, justement, la génération suivante, c'est donc là, on est sur l'aspect composants. Donc il y a toutes ces entreprises qui existent et qui travaillent sur le quantique. Donc sur les composants, donc plein de choses sur les différentes manières de faire. Là, sur les ordinateurs, encore autre chose que je vais raconter, des web Rigetti, IonQ, etc. Mais bon, il y en a plein d'autres qui tentent de construire leur machine, ou qui ont construit leur machine. Et puis au-dessus, il commence à y avoir des gens qui travaillent sur le logiciel, donc
faire du conseil, accompagner les entreprises, etc. C'est ouais, il y en a mis. Et donc, vraiment, il y a un monde qui existe et vraiment, c'est en train de s'activer. Ah, bien sûr, c'est alimenté par énormément de budget. Hein, tout ça, c'est des milliards et des milliards. Il y a 1,8 milliard en France, il y a combien en Europe, donc il y a 7 milliards en Chine, je crois. Donc, c'est vraiment des gros investissements, à tous les niveaux. Je ne suis pas juste des chercheurs qui sont leur poids. Ils sont déjà en train de préparer la révolution au niveau des entreprises. Alors, la révolution de quoi? Donc, justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ordinateurs? Donc, comme le connaissait Philippe, l'idée c'est un peu de présenter les différents algorithmes. Alors, moi j'ai vraiment m'intéressé aux algorithmes pour l'optimisation combinatoire. Donc, j'en ai plus que 3, en fait, simplement. Donc, le premier que je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé, c'est l'algorithme de Grover. Donc, l'algorithme de Grover, c'est un algorithme qui est sorti en 1996, un algorithme théorique, qui permet de trouver une solution parmi un état. Vous avez une liste de n états, un tableau, un état non trié. Et le but, c'est de trouver un élément dessus. Donc, si jamais on doit faire un classique, qu'est-ce qu'on fait? On parcourt le tableau, parce qu'il n'y a pas 50 milliards de manières de faire. Si on a de la chance, en haut de 1, on trouve le premier élément, c'est celui qu'on cherche, dans le coup en haut de 1. Si on n'a pas de chance, c'est qu'on balaye tout, c'est en haut de n, on oublie tout parcourir pour que le dernier, finalement, corresponde à ce qu'on cherche. Quel que soit le sens dans lequel on espère. Et donc, en moyenne, on se rend en n2, n divisé par autant. Là, l'algorithme de Grover, qu'est-ce qu'il fait? Il fait cette recherche complète, il vous trouve une solution. Il vous trouve un élément dans un tableau de taille n, il le trouve en racine de n. Donc en nombre quadratique par rapport à la taille du problème. Donc ça fait que, par exemple, si jamais vous avez 10 000 éléments dans votre tableau, en fait, en 100 coups, il va vous trouver la solution. En 100 itérations. Alors que c'est non trié, c'est non arbitré, etc. C'est vraiment, il parcourt. Il fait émerger assez vite les choses. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est... Bah, on ne sait pas faire ça autrement que sur la machine classique. Et puis, c'est nous, alors nous, ce qui nous intéresse, moi, je fais l'optimisation combinatoire. Je m'en fiche, je cherche un élément dans un tableau, je ne suis pas la base de données, moi, ce que je vais faire, je cherche une solution dans un espace combinatoire. Donc, si jamais dans mon espace combinatoire, j'ai n boulé 1, donc je suis en 2 puissance n, eh bien, je vais pouvoir explorer efficacement ce truc, cet espace, de manière complète, pour essayer de trouver l'optimum dans mon espace, en racine de 2 puissance n. C'est pas non plus, c'est pas short, on n'est pas en temps polynomial ou en temps linéaire, on est exponentiel. Tant mieux, parce que bon, c'est cool, l'égalité. C'est plus on pourra rentrer à la maison. Donc, la combinatoire restera la combinatoire, d'ailleurs, c'est prouvé, hein, donc il n'y aura pas d'algorithme quantique qui vont résoudre en temps polynomial les problèmes des couplets. D'ailleurs, a priori, la meilleure approximation qu'on pourra faire, la meilleure accélération qu'on pourra faire, ce sera une accélération quadratique, ça c'est prouvé. Donc, a priori, Grover est l'algorithme le plus efficace pour faire une exploration complète d'un espace. Donc, alors, je relativise le truc. Et globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, pour l'instant, le TSP, le voyageur de commerce, la meilleure complexité connue, c'est la Delcarp, c'est l'information dynamique, on teste, je prends ou je ne prends pas le chemin, je prends encore le chemin, et on teste en 2 puissance n, on a tout le chemin possible. Bon, bah ça, si jamais ce programme dynamique constitué d'un ensemble d'états est très grand, 2 puissance n d'états possibles à explorer dans mon programme dynamique, dans le pire cas. Bah, si ça, je me dis, bah, ça c'est ça mon espace dans lequel je vais me balader. Si j'applique Grover là-dessus, je peux aller plus vite que 2 puissance n, je peux avoir une accélération quadratique de cette exploration de mon programme dynamique. Donc ça, ce qui a été publié là, c'est Quantum Speed Up for Exponential Time Dynamic Programming Algorithm. Et donc, alors c'est pas une racine de 2, hein, donc, parce qu'en fait, il faut représenter les entiers, etc. C'est pas que des choses binaires. Mais en fait, en 2018, ils ont montré que si jamais on appliquait ça, le TSP dans une programmation dynamique, comme la Delcarp appliquée avec un Grover, eh bien, ils avaient une complexité de 1,7, qui est la meilleure complexité connue pour un voyageur de commerce au monde. Après, il faut aller dans le cadre des machines, mais on n'a jamais fait une complexité aussi rapide pour des voyageurs de commerce. Donc, cette algorithme de Grover, c'est vraiment la base de l'énumération. Donc, pour faire des énumérations efficaces. De manière complète, systématique, discrète. Alors, il n'y avait pas que ça dans l'utilisation. Aussi, choses approximées. Et donc, il y a un recuit quantique, on en parle aussi. Donc, en fait, des méthodes qui s'appellent des méthodes adiabatiques, optimisation adiabatique. Donc, c'est une autre vision du problème, hein, c'est vraiment la vision recuit. Donc, en fait, on va explorer un espace, on va se balader, etc. On a aucune point de convergence, mais en fait, ça peut trouver des solutions assez efficacement. Recuit, ça peut 30 ans avec
On s'occupe du challenge modèle, et en fait, on a toujours des gens qui font des reculs dans les 5 premiers. Alors, on a appris ces méthodes vieilles et périmées, en fait, toujours des gens, souvent, qui font du recul de manière maligne pour faire de bons résultats, de manière. Donc l'idée, c'est quoi? C'est en fait le recul quantique, ça va consister. Alors c'est le concept du recul, en le sens quand on fait refroidir un métal, en fait, il va se structurer comme il faut. Bah là, on est exactement la même chose. On va avoir un système. Alors notre système, ça va être notre problème combinatoire. Et on va vouloir mesurer son énergie. Et nativement, naturellement, en point de vue physique, ce système va descendre, va se diriger vers son état le plus stable, le minimum d'énergie. Donc en fait, si notre problème, c'est un voiture de commerce, naturellement, si on lui laisse le temps, il va se stabiliser sur le voiture de commerce optimal, celui qui minimise l'énergie. Ici, on décrit l'énergie comme la somme de distance parcourue par le voiture de commerce. Et ça, c'est spontané, c'est pour ça que je dis que c'est des machines analogiques. Les machines analogiques, en fait, elles le font nativement. Donc on prépare juste un peu les qubits pour que ça représente notre problème, puis on mesure le résultat avec un, je dis marqué tout à l'heure, avec un spectromètre. On regarde les choses, et là, on a un chiffre, ce chiffre est magiquement. Alors, il n'est pas optimal, c'est comme un recul, ça ne se pas. Mais il peut être optimal, parce que globalement, il y a une preuve de convergence, et si jamais on laisse suffisamment longtemps tourner ce programme, et bien à la fin on l'aura. Modulo plusieurs raisons, qui est que il faut suffisamment de temps pour ne pas déplacer le l'inverse du câble spectral, etc., de la matrice de notre problème. Mais de manière analytique, en gros, on peut dire que le recul quantique, si on lui laisse suffisamment de temps, il peut trouver l'optimum d'un problème. Et suffisamment de temps, mais vont être très long. Donc, en fait, nous, c'est intéressant parce que qu'est-ce que c'est qu'un observable, en fait, dans un problème de quantique, c'est, on peut représenter ça comme un hamiltonien, une matrice hermitienne, donc en fait, c'est une représentation particulière, et donc, nativement, maintenant, on fait des cubots, donc des problèmes quadratiques, plus il faut quadratique, unbounded, donc en fait, c'est juste une fonction de coût quadratique, et ça suffit pour représenter. Si on arrive à représenter un problème comme ça, on peut donner ça à la machine de Leweb ou une machine mathématique qui fait ça, et on va pouvoir obtenir un résultat. Donc en plus, on n'a pas obligé de se prendre trop la tête, parce que c'est juste un problème de modélisation, on a fait ça plein de fois, donc on peut programmer un problème avec un certain modèle, en programmation linéaire, je suis la façon contrainte, c'est d'autres modèles, la façon dynamique, on va présenter différents problèmes. On connaît bien nos problèmes combinatoires, on sait les modéliser de manière forme. Ben là, on va devoir apprendre à les modéliser sous la forme d'un hamiltonien, ce sera le cas aussi. Pour appliquer l'algorithme comme, dès que j'ai réussi à faire un programme linéaire, je simplexe qui me sauve la vie, et le branchement qui m'adapte. Donc ça, c'est Farid dans les années 2000, Farid c'est un prof au MIT qui nous a sorti ça. Le problème, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, les machines pour l'instant ne sont pas très fortes, parce qu'en fait, elles ont du bruit, on les disait tout à l'heure, là, il faut être à moins de 70 degrés, il faut être... il ne faut pas d'intervention trop électromagnétique autour, dans le flocage de Faraday, etc. C'est compliqué. Donc en fait, physiquement, en fait, on n'arrive jamais à tenir ces contraintes très compliquées au niveau physique. Donc on a du bruit, donc quand on lit les valeurs, c'est pas bon. Donc si jamais on pouvait éviter que ça dure trop longtemps les programmes, en fait, on éviterait d'avoir des interférences, etc. Et donc il a sorti un nouveau algorithme, toujours basé sur une vision approximée, donc ça peut plus avoir pour le quantum approximate realization. Et donc en fait, l'idée c'est à nouveau avoir une approximation, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver l'optimum, on va trouver quelque chose qui s'approche de l'optimum. Recherche locale, on va dire. Qui venait d'une autre idée, qui était la forme variationnelle, on s'est tout en physique depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, on paramètre notre problème avec un système de valeur, et on va faire varier cette valeur, et regarder comment ça se passe, et de là sentir où est le gradient, et ensuite essayer d'optimiser la convergence. Donc c'est pour ça que c'est une méthode hybride, parce qu'en fait, ça a besoin de deux couches, quelque chose qui évalue notre problème, et quelque chose qui, par rapport à ce paramètre, essaie de voir comment on pourrait faire évoluer le paramètre pour le faire converger vers quelque chose qui est un peu mieux. Donc c'est vraiment ces méthodes black box, c'est des méthodes d'utilisation qu'on connaît depuis longtemps. Donc, il y a plein de méthodes black box qui existent pour tous les NLP, donc tout ce qui est non-linéaire programming, etc. Quand on n'a pas vraiment de méthode, pas vraiment de propriété, il y a des choses qui font des tests, qui sentent des gradients, qui calculent potentiellement des directions d'utilisation, qui entendent des valeurs, évidemment, en fait, voilà. J'ai trouvé le meilleur paramètre positif, quelque chose qui n'est pas trop mauvais au niveau de la minimisation. Donc c'est exactement ça, c'est une simplification de cette descente adiabatique qui prend beaucoup de temps pour qu'elle marche. Là, l'idée, c'est qu'on va essayer de la faire de manière plus rapide, plus courte, parce que les machines ne peuvent pas tenir longtemps la distance. Donc on va simplifier la descente en l'accélérant, en mettant juste certains angles, et non pas des centaines d'angles différents qu'on a à ce niveau-là. On va peut-être en mettre 2, 3, 4, 5 fois plus.
Et pour ça, on va les tester de manière rationnelle pour voir si on est capable de compacter une expression qui était très longue comme ça en une expression très petite, mais avec uniquement des angles qui. Donc ça, c'est sorti en 2014, c'est l'algorithme phare en ce moment. Ouais. Juste pour info, Farid, il est parti à la retraite en 2018 et il a été racheté par Google. Complété pour être chiffre, senior à Google. Donc, depuis, on n'en a pas trop parlé. C'est pas possible qu'on nous ressorte un algorithme. Alors, quand on a fait le programme, en fait, on s'est dit, l'idée de Philippe, c'était, on vous demande de venir présenter des choses pour avoir, je vous parle de gens. Et non, c'est pas mal parce que globalement, en fait, tout ce qui est adiabatique dans le comédie Philippe, il y a une présentation de Samuel tout à l'heure à 14h. On a aussi Daniel Vert qui nous présentera sa thèse aussi qui est aussi basée sur la diabatique. Donc on va bien apprendre beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que globalement, vous allez réexpliquer ça cet après-midi en détail et on va voir les choses, on va bien comprendre. Et puis Gérard aussi nous fera une présentation demain sur la représentation diabatique et comment évolue le Newtonien. Et la partie QOA, comme dit Philippe aussi, demain en fait, on a aussi des présentations qui tournent autour de QOA. Donc il y aura pas mal de choses qui sont présentées. Donc je me suis dit, moi ce que je vous proposais, c'est que le reste de la présentation, là en fait, je vais plutôt m'intéresser au cover, parce qu'on a personne n'en parle. Je voudrais un petit peu insister là-dessus pour que soit tous calés là-dessus. On voit un peu ce qu'on arrive à faire avec. Il y a 11h07, à minuit. Alors, donc on va repartir plus au flou du début et voir un peu en détail ce qu'on pourrait faire avec Robot. Donc, on repart de la définition du qubit, parce que c'est avec Promis qu'on va jouer un débat, c'est-à-dire que pour l'instant, je vais parler du tout général. Donc, un qubit, qu'est-ce que c'est? Donc, un qubit, ça va être la représentation d'un bit dans un espace particulier qui est défini par deux valeurs, deux complexes. Donc il va être dans l'espace conique de C2. Il y aura une norme 1. Donc les bases, ça va être ça. Ça va être quête 0, quête 1. Alors, quête, c'est notation particulière. Donc, quête 0, 1. C'est avec le pipe supérieur, là. Et donc on est dans une base. Et donc ça va être constitué de deux éléments, comme je dis. Donc, par exemple, un état phi, un état quantique phi, c'est une combinaison linéaire de 4, 0 et 4, 1 avec une certaine proportion alpha. L'amplitude s'appelle, et bêta. Comme c'est des normes 1, il faut que la norme au carré de alpha plus la norme au carré de bêta égale à 1, sachant qu'ils sont des complexes. C'est un peu compliqué de représenter dans C2, c'est une sphère bizarre. Donc en fait, j'ai pris alpha bêta réel, et donc ça veut dire qu'en fait, on est dans un espace comme ça. On va avoir notre base orthonormée, 0, 1, 4, 0, 4, 1. Et puis on va avoir un phi qui se balade un peu partout, entre 0 et 1. Des fois il va être soit 0, soit 1. Et comme je vous disais tout à l'heure, sur la pièce de monnaie, si jamais c'est un demi, il va se trouver à peu près au centre. Pour que quoi? Pour qu'à chaque fois qu'on va avoir un écroulement soit sur 0, soit sur 1, donc de manière superposée, on peut imaginer qu'il est quelque part dans ce quart de cercle. Mais quand on l'observe, il est tombé donc soit sur 0, soit sur 1. Et donc, ma pièce de monnaie, équilibrée, quand elle est en l'air, elle est entre 0 et 1, et quand je l'observe, elle tombe soit sur 0, hop, je recommence sur 1. Et si jamais je fais ça des centaines de fois, je vais avoir 50% de chance, peut-être à gauche, 50% à droite. Là, c'est la même chose, sauf qu'en plus, ces amplitudes alpha et bêta vont permettre de guider un peu la probabilité. Comme on dit tout à l'heure, maintenant on va jouer avec cette probabilité, au lieu d'avoir juste une probabilité à demi-et-demi, on pourrait avoir imaginé une probabilité un tiers, deux tiers, par exemple. Et donc on va jouer avec soit ces paramètres, soit l'angle, des coordonnées polaires. Donc on va avoir un angle, on va pouvoir dévier notre qubit, pouvoir manipuler ce qubit pour que la probabilité d'apparition, soit 0 ou soit 1, s'évolue. Donc un qubit peut observer uniquement, ce que je viens de dire, dans un état aléatoire choisi entre 0 et 1, avec une probabilité proportionnelle à son amplitude carrée, alpha carré, bêta carré. Et une fois qu'on a mesuré un qubit, il est projeté définitivement dans cet état. Donc par exemple ici, j'ai fait celui-là, donc là on voit pas bien, c'est 25, non c'est 28, 71%.
Donc voilà, c'est qu'en fait, il est très proche de 1, donc en fait, il a plus de chances de tomber, c'est la valeur du sinus et du cosinus, hein, donc il est plus au carré. Ah non, le sinus et le cosinus au carré. L'alpha au carré. L'alpha au carré, ça donne le cosinus. Le cosinus, c'est le bêta au carré, ça donne le sinus. Donc voilà, on a 70%. Là, c'est pour 1 qubit. Donc ensuite, j'ai dit, on va manipuler ce qubit. Donc, on va manipuler avec les portes. Donc on appelle les portes quantiques. Ça, c'est la page Wikipédia, les portes quantiques, vous avez fini. Donc il y a toute une nouvelle panoplie de portes. Donc on va pouvoir faire des opérations sur ces qubits et puis les contrôler, les maîtriser. Donc en fait, à nouveau, je vous dis, on va jeter les qubits en l'air et puis on va les manipuler et puis en fait, on va récupérer un résultat. Donc ces qubits, pour les manipuler, on va utiliser des opérateurs. Donc qui ont différents noms. Donc moi je vais en parler, de 4 seulement. X, H, C note et M. Donc X est ici. Alors, à chaque fois ces portes, on peut aussi les représenter comme une matrice. Ces opérateurs sont aussi pour une matrice. C'est assez pratique. Donc le X, qu'est-ce qu'il fait? Le X, c'est quoi? C'est. Je ne sais pas si on voit, je vais allumer la lumière. Je suis un peu sur le tableau. Le X, on oublie, c'est 0, 1, 1, 0. Tout à l'heure, j'ai dit, donc dans les phases, le vecteur, c'est 0, ça c'est 1, 0, 4, 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je veux appliquer cet opérateur X à quel 0, ça fait quoi? Ça fait que c'est un produit matrice, donc je multiplie ça, 1 fois 0, 0, plus 0 fois 1, 0, et 1 fois 1, 1, plus 0 fois 0, 0. Je croyais que tu avais écrit à l'envers. Vous avez l'autre côté? Le vecteur colonne, il faut mettre à droite. T'as trouvé juste quand même. Ça veut dire la C'est une convention. Voilà. La position était quantique, mais le résultat était pas. Et alors ça c'est quoi? C'est 1. Donc en fait on voit que appliquer le x sur 0, ça donne 1. Si jamais j'applique à nouveau la même chose sur 1, je vais trouver 0. C'est pour ça qu'on dit que la porte x peut être vue comme un équivalent d'un note. 0 devient 1 et le 1 devient 0. Donc alors, je ne sais pas si vrai que ça, parce que globalement, c'est parce que j'ai pris les deux extrêmes. Mais globalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je suis dans un état phi, il va se passer des choses. Donc, tous les zéros vont passer, toutes les probabilités de 0 vont passer sur la probabilité de 1, toutes les probabilités de 1. Donc, si jamais j'avais délimé ma pièce, là, pour qu'elle tombe à 2 tiers entières, 2 tiers sur 1, 1 tiers sur 0. Si j'applique le x dessus, maintenant, je vais avoir 2 tiers de 0 et 1 tiers de 1. Okay. Mais globalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est juste, ça inverse les polarités. Comme je fais un autre, maintenant même un autre porte. Deuxième porte, la porte s'appelle la porte de Hadamard. On va voir ça, Hadamard. Alors là, c'est intéressant parce qu'elle, en fait, elle nous permet de passer d'un qubit tranquille, qui est en état 0 au départ, à un qubit superposé. C'est elle qui va nous faire basculer dans le monde quantique. C'est-à-dire au début, on va partir des quantiques classiques. Tout d'un coup, quand on va l'appliquer, c'est lui qui va nous mettre sur le cercle, à un endroit précis, pile au centre, pour faire justement la probabilité 1,5. Donc au début, on a une pièce qui dit que voilà, ça y est, elle est superposée. Donc la porte de Hadamard, ça va vraiment nous permettre de basculer dans le monde superposé. Tous nos états superposés, maintenant on va pouvoir les manipuler. Et pour les manipuler, on va utiliser une porte binaire maintenant, parce que le premier phénomène que j'avais dit, c'est la superposition, c'est très intéressant. Le deuxième phénomène qui nous intéresse, c'est l'intrication de qubits entre eux. Donc cette porte C note, qui est une porte binaire, donc qui est là, voilà, donc qui note une matrice 4-4, en fait on manipule 2 qubits. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, ce qu'elle va faire, si vous regardez bien, ici, on retrouve la porte X qui est là-haut. Donc en fait, le premier qubit, c'est l'identité, le deuxième qubit, c'est la porte X. Donc la porte C note, donc le premier qubit, il est ici, c'est ce qu'on appelle un qubit de contrôle, il va contrôler le fait que la porte sur le deuxième qubit fait
la même chose qu'on avait tout à l'heure, là, la petite 3, qui est un x. Donc on va flipper donc le deuxième qubit va être flippé si le premier vaut 1. Seul, quand ça vaudra 0, ça ne changera pas. Quand ça vaudra 1, on peut faire le calcul aussi. On va le voir. Donc en gros, on appelle ça un petit algorithme. C'est 6, en haut ça vaut 1, là ça change de valeur, on prend la valeur négative, la négation de évidemment. Si c'était 0, il ne se passe rien. Donc c'est cool parce qu'en fait on a un ici. Ça c'est pas un multiple pour y aller. Et enfin, alors j'ai dit une porte, mais en fait c'est pas une porte. M pour la mesure, donc en fait on va vouloir mesurer notre qubit, en fait on va appliquer cette forme-là, là, tableau de vitesse, là. On va mesurer notre qubit. Et on verra comment on s'en sort pour mesurer un qubit, ce que je l'ai dit, on ne peut pas les mesurer, on va pas les observer. On va essayer quand même de les laisser à l'information. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a la porte S, on va sur la page, porte T qui va passer dans les exponentielles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien voir que dans tout ça, il y a des jeux de portes qui sont universels, c'est lequel en fait on peut passer de toutes les portes à toutes les portes. Donc en fait, on est tranquille, on peut vraiment écrire tous les algos qu'on veut avec ça, parce que ça s'est montré qu'on a un set de portes universelles qui peut se transformer en un autre set de portes universelles, et donc en fait c'est suffisant. Alors que si jamais on prend que la C-note, on ne peut pas tout écrire en fait. Donc là, on peut imaginer avec ces portes-là, donc ça devient nos nouveaux Lego de base pour pouvoir faire nos programmes. Réfléchir à ce qu'on va faire au niveau de notre juste là, je vous montre que c'est la C-note, je vous en parlais tout à l'heure. Là, c'est la C-note, donc c'est la même chose. Ça s'appelle la corde de Toffoli, en fait, c'est double C-note. Donc là, on est sur 3 qubits, c'est ternaire. Et les deux premiers qubits, c'est les qubits de contrôle. Ici, c'était si le premier vaut 1, alors on va flipper le deuxième. Et là, maintenant, c'est si le premier vaut 1 et le deuxième vaut 1, alors on va flipper le troisième. C'est juste maintenant, on est contrôlé par deux qubits. On est contrôlé par un seul qubit. Alors, ça sert à quoi tout ça? Ça veut dire quoi maintenant? Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Alors, si on révise un peu ce qu'on a vu, ça c'est une capture d'un programme donc, qui est représenté sous la forme d'un circuit donc, où on va avoir nos qubits, ici il y a deux qubits, Q0, Q1, au début ils valent 0, 0, et ensuite, là ça va être l'axe du temps, on va dire, c'est un peu comme un arc de Barbary, toujours en fait on déroule les choses, et donc les qubits ils vont subir des déformations du fait de nos portes. Donc, première déformation, la porte de Hadamard qui bascule le qubit 0 en quelque chose d'équivalent 0, 1. Donc maintenant on a superposé le qubit 1 et superposé les deux valeurs possibles, 0 et 1, en même temps, avec une probabilité équitable. Et ensuite on subit quoi? Une nouvelle porte qui est la C-note. Donc je rappelle la C-note, ça consiste à dire si le qubit ici vaut 1, j'inverse le second, si ça vaut 0, je n'inverse pas le second. Donc là c'est embêtant parce que je suis à la fois sur 0 et sur 1, donc à la fois sur 0 je passe en rien et à la fois sur 1 j'inverse le qubit. Donc le qubit, le deuxième qubit là qui vaut Q1, qui vaut 0 au départ, il va être des fois il va être inversé ou pas, ça va dépendre de quelle est la valeur du qubit dessous. Faites les deux. Donc si je mesure ces deux valeurs-là, que je projette ça sur un registre C, c'est un registre classique, on obtient quoi? On obtient deux états possibles. Alors les états c'est quoi? Donc j'ai mesuré deux qubits, donc j'obtiens deux états. 0, 0 ou 1, 1. À 55 ans. En fait, j'ai deux qubits, théoriquement j'aurais pu obtenir d'autres états. J'aurais pu obtenir 1, 0 ou 0, 1. Et c'est pas possible parce que si jamais pour obtenir 0, 1, il aurait fallu quoi? Il aurait fallu que, en partant de 0, et ici en partant de 0, qu'il se passe un flip, mais le flip ne peut pas arriver puisque ça vaut 0 en haut. C'est uniquement quand ça vaut 1 qu'on change. Soit c'est 0, ça reste 0, première étape. Soit finalement, l'autre probabilité de 50%, ça vaille 1, et aussitôt, ça change la valeur du deuxième qubit, donc il vaut 1. Donc on n'a que deux états possibles, ça s'appelle l'état de Bell. Donc on a une probabilité équitable de ces deux états, dans ces deux dimensions, dans cette dimension, cet espace à deux dimensions. 4, 0, 0 et 4, 1, 1. Les autres états potentiels qui étaient 4, 0, 1, 4, 1, 0 n'existent pas, c'est une probabilité nulle. Et l'amplitude, au carré, va nous donner une probabilité de 1,5, 1,5 sur son ici. Donc là, on a fait un Hello World, mais un Hello World à la fois en utilisant le concept de superposition, H, et l'intrication, C note, en faisant les mesures. Alors, qu'est-ce que ça peut? C'est chose pour moi. Donc, on va pouvoir représenter des nombres. Ah, c'est très bien. En binaire, ça, je sais faire dans toutes les années. Donc là, typiquement, j'ai 3 qubits, Q0, Q1, Q2. Et là, je mets une porte de Hadamard, une porte de Hadamard, une porte de Hadamard sur chacun des qubits. Donc le premier qubit, maintenant, il vaut 0,1, le deuxième qubit, il vaut 0,1, et
le troisième qubit qui vaut soit 0 et 1. Maintenant, je mesure ce registre de la grille 3 en regardant ce que ça peut être. J'obtiens quoi? Bah, j'obtiens potentiellement 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, etc. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, j'ai soit. Alors, le Q0, en fait, là, c'est des chiffres, c'est comme l'écriture binaire. Hein. Donc, le qubit, il est là. Donc, soit ça vaut 0, soit ça vaut 1. Et après, soit ça vaut. Le deuxième qubit, il vaut soit 1, soit 0. Et donc, on a tous les cas possibles. Donc, on se retrouve avec 3 qubits, ça nous fait 2 puissance 3, 8 états. À chaque fois, on a 2 fois 2 fois 2 possibilités. Et pour obtenir cette distribution-là, la mesure, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, ce qu'on a fait, on va exécuter 1000 fois le programme et on va lire le résultat. Donc, c'est comme si on lançait plein de fois nos pièces, mais là, on a 3 pièces en même temps. Bon, on lance les 3 pièces, on regarde le résultat, on lance les 3 pièces, on regarde le résultat, on lance les 3 pièces, on regarde le résultat, et à la fin, on regarde ce que ça donne. Et donc, en ayant fait, là, je sais plus combien, là, 1000 fois, donc on fait 1000 fois, là, on a une fréquence d'apparition. Donc ici, par exemple, j'ai cliqué sur le 1 à 1, et une fréquence de 136. Alors, on voit comme son nom, c'est 136. Alors, comme 1, c'est pas 111, c'est 1, avec 136 sur 1000. Donc, on devrait avoir un huitième. En théorie, on devrait avoir un huitième. C'était parfait, ça ne devait pas être probable. Donc, ça sera 25. Et là, on a 136 parce que, bah, voilà, c'est des tirages aléatoires. Donc, on a. Ça, c'est embêtant aussi parce que ça veut dire que, même si on est parfait sur la représentation, on a une distribution, on a un échantillonnage de notre résultat. Et donc, on n'est jamais fiable. On a toujours une probabilité. Et on en parlait, une probabilité à 99%. Mon programme, j'ai dit maintenant, j'ai trouvé tous les clés, tout ça pour les trucs. Parce qu'il y a une chance sur un milliard, et au niveau de la lecture, ça tombe. Comme on peut lancer 1000 fois une pièce, et tomber tout semaine, une fois sur 1000, on est toujours sur 1000. Non, si j'avais lancé 1000 et une fois la pièce, j'aurais pu tomber sur la troisième. Inversé. On fait les progrès. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, alors je reviens là sur l'article de Feynman, parce que c'est ce que cherchait Feynman. Feynman, il a dit, ce qui ne me va pas dans la simulation, c'est que le nombre d'éléments dans mon ordinateur requis pour simuler un système physique qui grossit, il va être avec un espace proportionnel. Il voulait que ce soit proportionnel à l'espace. Et en fait, on ne me dit pas, on me dit que ce n'est pas possible, représenter un espace avec n qui augmente, explose, et on a quelque chose d'exponentiel. Et moi, ce que je veux pas entendre ça. Je voudrais que mon computer, si on double l'espace, je ne veux pas que ce soit exponentiel, je veux que ça double. Et pas que ça. Donc il dit, moi, si jamais vous me dites, quand quelque chose va grossir, je veux doubler la valeur de n, ça devient exponentiellement plus grand. Je ne veux pas, moi je veux que mon ordinateur quantique il respecte ses règles. Et c'est ce qui va se passer. 40 qubits, ça fait quoi? 40 qubits, ça va faire un espace de 2 puissance 40. 2 puissance 40, c'est quoi? C'est 2 puissance 10, 3 puissance 10, 3 puissance 10, 2 puissance 10, c'est 1000. Il va faire 1000. Donc ça fait 1000 fois 1000 fois 1000 fois 1000. Donc 1000, c'est 1 kilo. Fois 1000, ça fait 1 méga. Fois 1000, ça fait 1 giga. Fois 1000, ça fait 1 téra. C'est pour ça que je dis ça fait 1 téra d'état. C'est comme si on avait un disque dur d'1 téra de données. Si jamais j'avais un disque dur d'1 téra de données, physiquement, actuellement, celui que j'achète à la FNAC, à 135 €, et en fait, il a dedans des petites cellules sur lesquelles on peut stocker les valeurs qui sont de manière électrique. Quand j'éteins mon ordinateur, ça reste, et quand je rallume, je récupère les valeurs et je peux les énumérer, etc. Si jamais j'avais un ordinateur quantique et un disque dur quantique à 40 qubits, j'aurais mes 40 qubits et puis je pourrais stocker dedans mes états, mon téra d'états, en les mettant un par un, comme je peux écrire un par un les choses. Sauf que j'ai eu 40 qubits pour la représenter, et non pas un grand nombre de séquences. Maintenant, si je voulais un disque dur de 2 Tera à la FNAC, le disque dur que je vais acheter à la FNAC, il va avoir des cellules à l'intérieur de sa machine. J'en ai 2 fois plus pour représenter 2 fois plus de données. Le disque dur quantique théorique, lui, il faut 41 qubits. Je rajoute 1 qubit par rapport à mes 40, et là, j'ai mes 2 Tera de données. Au lieu d'avoir mon Tera de données à 40. Donc on voit bien qu'à rajouter 1 qubit, on double la puissance de représentation des phénomènes. Et donc quand mon système va croître linéairement, je vais avoir une capacité de calcul qui va croître de manière exponentielle, mais physiquement, j'aurai qu'un nombre croissant d'objets, de qubits à manipuler pour représenter ce problème. Et donc c'est exactement le vœu qu'avait fait Feynman. Il dit, moi je ne veux pas un truc qui va croître exponentiellement, qu'on va augmenter la valeur de mon système physique.
je veux qu'il simule tout ce que je veux, et sans violer mes règles de... Donc on y est. Et en plus on y est, on s'est présenté des grands entiers, on peut jouer avec. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut manipuler des entiers? On les additionne. Alors j'ai rappelé la règle de l'addition. 28 plus 24, 2, 8 et 4, 12, 2, en base 10, je retire 1, 1 plus 2, 5. En binaire c'est pareil, je ne sais pas si tout le monde sait compter en binaire. 28 ça se représente comme ça en binaire, donc les puissances de 1, 2, 4, 8, 7. Donc 28 c'est quoi? C'est 16 et 4, 20 plus 8. Donc j'ai le bit 16, le bit 8, le bit 4 et 0, 0. Pareil pour 24, 24 c'est 16 et 8. Et l'addition, 0 plus 0, 0, 1 plus 0. 1 plus 1, ça donne 0, avec je retiens 1 dans ma base. Et ici, il y a tout revenu. 1 plus 1 plus 1, ça me donne 1, 0. Ça me donne 1, 1. Mais 1 ici avec une retenue de 20 et une... Ok, ça va bien. Donc maintenant, quand je vais avoir des entiers, parce que moi je ne manipule pas que des bits, je vais plutôt manipuler les entiers. Et bien je représente mon entier sous forme binaire, et puis j'applique les algorithmes qu'on a appris à l'école, en base 10, en base 2 aussi. Ce que font les ordinateurs depuis les années 60. J'ai le protocole qui est le suivant, c'est-à-dire j'ai une retenue, C, non, C c'est pour Karim, la retenue de l'objet. C plus B plus A, ça me donne le résultat de ma somme, plus potentiellement une retenue. C'est ça l'algorithme. Et qu'est-ce que fait cet algorithme? Sur une colonne, il a cette table de vérité qui est ici, qui a pour 0 et 0, 0, ça me donne en sortie 0. Pour 0, 1, sans retenue, ça me donne 0, 1, et là maintenant le résultat c'est 1 et 0. Et donc c'est les 8 cas possibles, le résultat de vérité, c'est qu'une addition binaire. Donc, ce que je fais en exercice avec les étudiants, je leur dis, maintenant écrivez-moi avec les portes quantiques cette table de vérité, et au bout d'une demi-heure, je leur dis, ok, on arrête. Donc, vous pouvez leur donner, je vous donne la réponse. Et donc, en fait, uniquement avec 3 portes C notes et 2 portes C notes, on arrive exactement à avoir le comportement qui nous intéresse. On va regarder un peu qu'est-ce qui se passe. C'est quand même intéressant de regarder ça. Donc, comment ça marche? Donc, je prends en entrée A, B, et ma retenue précédente, c'est in, plus un bit dans lequel je vais mettre le résultat. Et aux sorties, je vais quoi? J'ai A, B, donc le qubit va rester inchangé, il va arriver B. Dans le troisième, je vais récupérer le résultat de la somme, et dans le quatrième, je vais récupérer potentiellement la retenue suivante. Quels sont les cas possibles? Les cas possibles, c'est, vous vous rappelez, C note, c'est si c'est 1 et 1, ça vaut 1. Enfin, ça vaut 1, pardon. Si c'est 1 et 1, ça vaut l'inverse. Donc si j'ai 1 et 1 sur A et B, alors, non, plutôt on va faire l'inverse. Si j'ai cas 0, 0, il ne se passe rien, j'aurai 0. Si j'ai le cas 0, 1, il ne se passe rien, parce que je veux absolument avoir les deux 1. Si j'ai le cas 1, 1, 1, 0, il ne se passe rien. Si j'ai le cas 1, 1, là tout d'un coup, je vais changer ce résultat-là, qui est la retenue, à 1. Donc en fait, si j'ai 1 plus 1, je sais que j'aurai une retenue, et donc je commence à activer le fait que dans le bit résultat, j'aurai ma retenue. Et uniquement, parmi les 3 cas que je viens de voir, le cas qui est inversé, c'est celui-là, pour la retenue. On voit qu'il y a encore une autre interaction qui est ici, qui est, si jamais j'avais quelque chose plus la retenue précédente, globalement, on a le cas ici qui était, par exemple celui-là, qui était 0 plus 1, plus une retenue, me donne quand même un résultat avec une retenue. Donc c'est ce qu'on a ici. Et donc là, pour pouvoir avoir ce cas de dire, si dans le cas précédent j'avais déjà un 1, et que finalement j'ai aussi une retenue, alors, prochain cas. Donc en fait, ce cas-là, en fait, il y a ce qubit, qu'est-ce qu'on a fait? On a projeté le qubit A dans le qubit B pour que ici, j'ai à la fois soit 1, soit A, soit B valent 1, et que la retenue précédente valait 1, alors je vais pouvoir avoir des valeurs de 1. Donc ça, c'est le comportement du CAO. Donc le CAO va trouver ces valeurs 1 uniquement dans les cas qui nous intéressent. Et pour la somme, c'est la même chose. Pour la somme, en fait, je projette le résultat de A dans B et je le mets dedans. Et surtout après, je rajoute cette porte-là, qui consiste à faire quoi? Qui consiste à dire, ici, quand j'ai fait mon A, B, j'ai perturbé la valeur de B en dépendant de la valeur de A. Donc, ce que je réapplique cette porte à nouveau derrière, comme ça fait une double négation. Si jamais j'avais 0, j'ai pas d'interaction, il ne serait rien passé. Si j'avais 1, j'avais inversé la valeur de B. Et quand je le refais une deuxième fois, j'aurai toujours 1, parce que ça n'a rien passé depuis dans la vie de A. Et bien, je vais remettre la valeur de B qui est au départ. Quelle que soit la valeur qui est au départ. Soit c'est 0, soit 1. Donc, à appliquer ces 5 portes de suite, on a exactement cette table de vérité qui marche bien. Et donc, on sait faire
l'addition sur une colonne, comme on a appris à l'école. Et donc, ben voilà, c'est fini. Maintenant, quand on a un grand nombre, on va l'appliquer une fois, deux fois, trois fois, et donc c'est fait de telle manière à ce que le C2 là, qui est calculé sur la colonne 1 soit l'entrée de la colonne 2 pour pouvoir calculer la colonne 2 pour la colonne 3, etc. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un test, si vous avez compris. Je vais remis alors ça s'appelle un adder, hein, c'est des trucs pour les électroniciens qui font ça depuis des années. Un demi-adder. Donc là maintenant, je vais additionner deux nombres. Donc j'ai A1, A0, un nombre A sur 2 qubits, un nombre B sur 2 qubits, et je vais obtenir la somme. Et ces nombres, en fait, je les ai stockés ici, donc en fait, j'ai mis d'abord les unités ici, puis les dizaines ici, ou plutôt la première colonne, et puis la deuxième colonne ici. Donc c'est Q4, Q0, donc Q0 est là, 0, 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est mon nombre A qui est représenté, et les deux qubits suivants, c'est mon nombre B. Et qu'est-ce que je vais faire? J'applique d'abord ma première colonne sur le premier bit de A plus le premier bit de B, la valeur de la retenue précédente qui n'existe pas pour l'instant, qui vaut 0. Et ici, un qubit qui va récupérer le résultat qui m'intéresse. Donc ça veut dire que de A, B est 0, qui est ici, de A0, B0 plus 0, je vais récupérer en sortie de ce passage-là, qui est ici, on voit c'est le même pattern. Je vais récupérer dans ce qubit-là la valeur de la somme, et dans ce qubit-là, C1, la valeur de la retenue de la première colonne. Donc en déroulant ces portes sur ces 4 qubits, j'obtiens exactement l'addition de ma première colonne. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je reprends ce pattern-là que je mets ici. Alors j'ai un peu triché parce que le pattern c'est quoi? C'est A et B. Donc A et B ils sont là, donc ils ne sont pas en première position, ils sont en deuxième et troisième position. Donc celui-là c'est quoi? C'est le C out, c'est-à-dire c'est la retenue du coup précédent. En fait. Au lieu d'écrire A, B et retenue, j'ai marqué là, j'ai retenu A et B. Et c'est le même. Vous regardez bien, en regardant la transition, c'est les mêmes portes appliquées sur les deux. Et donc, ça veut dire qu'en sortie, j'ai quoi? J'ai A1, B1, j'ai ma retenue 1 qui est issue du premier calcul, et en sortie, je vais obtenir quoi? Là où il y avait je vais obtenir ma sortie ici, S, la somme issue de 1, et la retenue de la colonne suivante, C2. Okay. Donc j'applique deux fois le pattern, hein. Le pattern sur les premiers qubits, des unités, le pattern sur la deuxième base, la deuxième colonne. En sortie de ça, j'ai ce qu'il me faut. Alors j'ai ce qu'il me faut où? J'ai ce qu'il faut ici. C'est-à-dire, je veux lire le nombre qui est ici. Là. S0, S1, C2. Donc S0 c'est 8, je mets une mesure, on va voir très bien. S1 ici, je mets une mesure, et C2, je mets une mesure là. Et donc la mesure de ça, ça me donne quoi? Ça me donne une distribution d'états possibles. Donc avec les registres avec 3, avec tous les états, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, jusqu'à 1, 1, 0. Mais attention, il me manque le 8e état, le 1, 1. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que j'ai fait avec les qubits? Je vais le dire, hein. Mais les qubits, je les ai là, le truc rouge, je ne vois pas très bien, c'est le H, c'est la superposition. Donc en fait, j'ai superposé mon premier qubit et mon deuxième qubit. Donc ça veut dire que le nombre A qui est ici, il vaut soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Deux qubits superposés, donc 2 puissance 2 états, 4 états, qui représentent le nombre soit 0, soit 1. Donc en fait, j'ai additionné un nombre qui vaut soit 0, entre 0 et 3, avec un autre nombre qui vaut entre 0 et 3. J'ai jeté un dé à 4 faces, j'ai un autre dé à 4 faces, je fais la somme. Donc le résultat de la somme des dés à 4 faces, je mets 2 dés à 4 faces, c'est un nombre entre 0 et 6. Donc j'aurais jamais la valeur 7. Pas possible. Alors ça, c'est parce que nous, on réfléchit, parce qu'on a dit qu'il est solde, c'est faire des sommes, etc. Ici, c'est pas ce qu'il a fait, il a appliqué des portes qui correspondent à ce qu'on a appelé une somme. Et en fait, globalement, les états en sortie possibles par rapport à tous les états superposés, parce que là, théoriquement, j'ai superposé Q0, superposé, donc en fait, je dois obtenir mes 8 états. J'ai tout superposé, je pars au début, j'avais 8 états, à la fin, j'en ai plus que 7. Pourquoi? Parce qu'en fait, à force d'utiliser des portes, on change les probas d'apparition des états. Ils sont tous intriqués entre eux. L'intrication, c'est dès que je fais des connexions entre deux publics, le comportement de l'un va influencer le comportement de l'autre. Donc là, quand je lance mes 3 qubits, quand je regarde la première valeur de ma première pièce, j'ai déjà un peu orienté le résultat de la deuxième pièce, je le regarde, et si je regarde la première et la troisième, elle est imposée. Si j'ai 1 et j'ai 1, j'aurai jamais 0, j'aurai jamais 1, j'aurai nécessairement 0. C'est la seule valeur possible. Et donc là, c'est l'intrication qui fait ça. Nous, on rajoute de la sémantique en disant c'est normal, on fait une seule. 0 plus 3, 0 plus 3, c'est 0 plus 6. Un 9 sur le soleil. L'autre chose aussi, c'est que si on regarde les distributions de probabilité,
C'est pas uniforme. Tout à l'heure, j'avais quelque chose d'uniforme, un huitième pour mes 8 états. Ici, j'ai 7 états, et 7 états, c'est pas un septième pas. Pourquoi c'est pas un septième pas? Ça, c'est comme m'aider. Combien de fois je peux obtenir 0 en l'ensemble donné? Bah, 0, une fois. Combien de fois je peux obtenir 6, 4 et 2? En lançant 3 et 3. En obtenant 3 et 3. Combien de fois je peux obtenir 5? Bah, 5, ça peut être 3 plus 2, ou 2 plus 3. Donc j'ai deux possibilités, au lieu d'une seule possibilité. Donc en fait, c'est 2 fois plus grand, là. Et combien de fois je peux obtenir 3? Bah, 3, en fait, c'est comme le 7, normalement, c'était déjà 6. Je joue au casino. C'est le plus probable, c'est-à-dire pour obtenir 3, ça peut être 0, 3, 3, 0, ou 1, 2 et 2, 1. Donc j'ai 4 possibilités d'obtenir ce chiffre 3. Donc, il est 4 fois plus grand que celui-là. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait toutes les convolutions possibles. Si on peut voir ça comme une probabilité ou comme un échantillonnage extrême. J'ai fait la convolution de lois uniformes. Et en fait, on obtient ce truc-là qui est classique avec vous données, c'est la somme de deux nombres. Mais, j'ai rien fait. J'ai fait quoi? J'ai fait CC note, C note, CC note, C note, CC note, C note. J'ai mis 10 portes. 10 portes qui s'appliquent bêtement en faisant un calcul mathématique comme ça. Et à la fin, j'obtiens la convolution de tous les états possibles de croissance. Donc cette somme, c'est pas une somme n'importe quoi. C'est une somme superposée, c'est une somme quantique. C'est-à-dire que là, en faisant une addition, c'était de 10 portes, j'ai fait toutes les additions de tous les nombres représentés par la superposition de mon premier registre au deuxième registre. Je ne sais pas si vous voyez le truc, c'est-à-dire que si jamais j'avais 1 million d'états ici et 1 million d'états, je fais la somme, ben en fait, toutes les possibilités de croisement, je les fais avec le même nombre de portes que si jamais j'avais l'habitude de faire x1 plus x2 en classe. C'est-à-dire que le nombre de portes, il est constant, il est linéaire ici. Le nombre d'états final, le nombre de combinaisons d'états, lui, il est exponentiel. Parce que j'ai un nombre potentiellement superposé très grand ici et très grand ici. C'est une somme quantique. Je fais la somme de toutes les possibilités de somme que je projette dans les états finaux. Donc si vous avez compris ça, vous avez tout compris, parce que c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire que c'est là où la puissance du la combinatoire va être là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir représenter toutes les sommes à un seul coup et manipuler comme ça, manipuler tous les états possibles tout le temps. Mais ça, on va l'écrire une fois. On ne va pas du tout faire une énumération. L'énumération, elle est native. Donc ça, c'est énorme. Donc le fait d'enchaîner les choses comme ça et obtenir un résultat, ça s'appelle un... Il manque l'état 1 et les probabilités correspondent à la convolution des deux probabilités uniformes en 0, en haut de 10, donc en 10 portes. Ça suffit pour faire la calcul. Donc ces sommes en fait, alors donc c'est sorti en 95 parce qu'en fait, après la théorie de Shor, qui avait prouvé les choses comme ça, j'ai dit ok, mais il va quand même falloir faire des sommes, des exponentielles, etc. Parce que dans la démonstration de Shor, il y a beaucoup de calculs. Et donc les gens ont commencé à réfléchir, comment on va écrire des portes logiques qui peuvent faire des calculs pour pouvoir faire de la réplique. Et donc le circuit tiré de la somme, c'est Verdal qui est sorti en 1995, combinatoire for elementary operational. Là vous avez tout ce que vous voulez. Et ça a été amélioré 10 ans après par Cuccaro. En fait, l'idée c'est que quand on fait ça, l'addition, en fait, ça nous coûte des qubits, tous les qubits de retenue, c'est embêtant. Donc il s'est dit, plutôt que de faire, en fait, les qubits ça coûte cher. On n'en a pas beaucoup. Donc si on pouvait éviter de trop en consommer. Donc quand on fait la somme de deux nombres, on a le nombre A représenté sur n qubits, le nombre B représenté sur n qubits, et là il nous fallait n qubits pour représenter les retenues potentielles, et n qubits pour représenter la somme finale. Donc, ça nous faisait 4 n qubits pour faire une somme. Donc là, il a dit, ce qu'on pourrait faire, on pourrait prendre A et B, et obtenir en sortie A et A plus B. Et ici, on va faire l'addition de A, qu'on va projeter dans B, et comme ça on aura A plus B. Ça ne change rien, sauf qu'on se consomme beaucoup moins de mémoire. Plus une retenue potentiellement, parce qu'on risque d'avoir quand même une retenue n plus unième pour la valeur. Et donc c'est ce qu'il a fait ici. Il a fait ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire, il a fait deux blocs. Le calcul de la carry, donc de la retenue. Donc en fait, au lieu de faire la somme en colonne qu'on a fait tout à l'heure, lui il a d'abord fait d'abord la somme une fois pour calculer toutes les retenues. Et une fois qu'il a calculé toutes les retenues, maintenant il n'a plus qu'à faire les vraies sommes, sans se soucier de mettre les retenues. Comme ça, après il nettoie les retenues et il enlève tout ça. Et donc à la fin, il reste exactement. Donc en faisant ce double passage, premier passage, je calcule toutes les retenues, et maintenant j'ai ma colonne de retenues qui est déjà fait calculer A et B, je calcule pour mettre le S, c'est une somme qui est ici, et j'en profite pour nettoyer la retenue, pour la faire remettre dans l'état et comme ça je rends la variable. Donc en fait, il a un espace temporaire dans lequel il calcule la retenue, et après il permet de calculer la somme,
Et après, il rend la retenue. Et donc, globalement, il n'a pas consommé de mémoire, plus que A, B, et puis un dernier qubit pour la retenue. C'est super efficace, c'est super consommé de mémoire. On ne peut pas faire moins de consommation de mémoire, pas de consommation de qubits pour pouvoir faire le truc. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, les portes, si on les passe de gauche à droite, elles font A de A plus B, mais si les portes sont écrites de droite à gauche, c'est réversible. Donc, quand on a écrit la règle de l'addition, ben en fait, si j'écris la porte C note, C note, C note, C note, C note, en fait, dans le sens de droite à gauche, c'est la soustraction. Donc, je n'ai pas besoin de réfléchir à la table de vérité inverse, c'est si je déroule le circuit de droite à gauche, de A à B, j'obtiens A, B moins A. Et ça, c'est cool, parce que vraiment, je note pour le même prix, hyper efficace à la mémoire, le concept c'est la mémoire. Et puis, ça, c'était Imra qui a démonstré l'année dernière en quantique. On voulait faire la comparaison, X inférieur à Y, donc on a réfléchi comme ça, on s'est dit, on a fait la grosse table de vérité, des cas possibles, par exemple. Donc en fait, bit à bit, il faut que le bit soit, si bit est plus grand, alors c'est gagné, si bit est équivalent, il faut regarder le bit suivant, ça dépend si on avait déjà vu que c'était avant, etc. Donc on a commencé à faire ça, on avait un truc en quinzaine de portes. Et puis après, il a eu un papier qui dit non, mais en fait, quand on fait une soustraction, si je fais la soustraction de B moins A, si B est plus grand que A, ben, ça se passe bien. Et si B est plus petit que A, finalement, j'ai une retenue qui apparaît à la fin, parce que vraiment, j'étais donc en fait, on fait juste B moins A, donc on avait déjà ici, et on regarde le bit de carré final. Si c'est 0, c'est bon, B est plus grand que A. Si c'est 1, ben on sait que maintenant c'est A qui est plus grand que B. Et donc c'est exactement ce qu'on voulait, on a ce booléen représentatif de ça. Donc en fait, le booléen de savoir est-ce que B est plus grand que A, on fait la soustraction, on regarde le bit final. Et c'est tout. Donc on l'avait déjà écrit, on savait pas. Et nous on l'avait écrit, de manière moche. Et si jamais en fait c'est 1, alors en fait on fait juste, on regarde le carré, ça nous donne le résultat, et on remet dans le sens, on refait l'addition pour remettre proprement A et B. Mais on a obtenu dans ce booléen-là le fait que c'est A inférieur à B. Voilà. Donc c'est intéressant, parce que c'est des choses logiques qu'on va avoir besoin pour la suite. Donc maintenant qu'on sait faire ça, bah ça y est, on peut faire plein de choses. Donc maintenant, c'est manipuler les qubits, par contre, il va falloir manipuler les états. Parce que le stade suivant, c'est un petit résumé de ce que je viens de vous raconter, que je vous avais présenté à la Rodel, qui résume ce que je viens de vous raconter sur les portes. Un qubit, il peut être soit... Alors un qubit, ça peut être soit 0, soit 1, donc là, je fais un qubit de profil de l'énergie de quantique. Et si jamais j'applique la porte H, la porte rouge, tout à l'heure, je vais superposer mes états. Donc je vais superposer mes états, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais à la fois avoir mon qubit qui est à la fois de face et de profil. C'est un peu bizarre, je ne sais pas en regarder. Et ensuite, je peux appliquer d'autres portes dessus. Donc typiquement, je peux appliquer, alors je dis X, X c'est note. Alors il y a une porte qui s'appelle racine de X, c'est la racine carrée d'une note. Sachant que c'est des qubits à base de complexe. Ah, c'est un peu bizarre cette porte. Voilà. Ça déforme le but. En gros, ces portes, elles déforment la fonction d'onde qui est sous-jacente à O. Donc si je déforme mon résultat, ça me donne un truc comme ça. Je cherche un petit déformé la fonction. Et puis je peux appliquer d'autres portes. Alors faire des rotations. On va avoir beaucoup de rotations, ça c'est plutôt pour demain que tu vas voir. Bon, un peu aussi. Donc là, on peut faire des rotations sur X. Donc on est sur. On voit pas très bien, c'est marqué pi sur 2. Donc on peut faire des rotations avec un angle précis. Donc les qubits, je vous avais dit, on a un angle θ, on peut faire ce qu'on veut, on peut manipuler ces rotations, on peut vraiment gérer ce. Donc là, j'ai appliqué pi sur 2 sur mon état possible. Donc ça donne quoi? Pi sur 2, c'est un angle droit. De les qubits. Et donc, une fois que je manipule ce qubit et je déforme sciemment, je ne fais pas n'importe quoi quand je déforme. Je réfléchis vraiment à ce que je fais, je calcule l'angle précisément, etc. Je peux appliquer aussi des portes binaires. Donc, les portes binaires, j'intrique, donc là je vous ai que la superposition. L'intrication, ça déforme, et ça déforme deux qubits en même temps. La déformation de l'un va impliquer la déformation de l'autre. Ils ont chacun leur vie autonome, mais en plus, comme ils sont intriqués, quand l'un va bouger, l'autre va bouger. Donc ça va encore plus déformer les trucs. Mais à la fin, le but, tout ça, c'est faux, je mesure. Donc si je mesure ce résultat, là j'ai tout intriqué, mélangé, déformé, etc. Ben, quand ça va revenir, je vais faire une mesure, ça va retomber dans l'état normal physique, donc ça peut donner un résultat comme ça. Si je relance mon programme, ça peut donner un autre état. Si je relance mon programme, ça peut donner un autre état. En fait, j'ai déformé mes qubits, à la fin il reste plusieurs états superposés que je vais observer par itération successive pour voir un choix ici. Donc ça c'est ce que je vous ai raconté depuis le début. Il nous manque un truc.
là, j'ai 3 états, par exemple, et moi, c'est cet état-là qui m'intéresse. En fait, statistiquement, quand je vais mesurer ça, et je vais avoir les autres états qui vont apparaître, je n'ai pas fait disparaître les autres états, ils sont là aussi. Donc il nous manque quelque chose, il nous manquait un révélateur d'état. Il ne suffisait pas juste de manipuler les qubits et de les déformer pour savoir ce qu'on voulait quand ils étaient superposés, et ensuite après les collapser pour avoir un résultat. Il fallait pouvoir extraire cette information. Et ça, c'était compliqué. Et c'est là que l'algorithme de Grover, que je vous ai présenté tout à l'heure, je vais en revenir un peu en détail, nous fait apparaître ça. Alors je vous ai mis une capture d'écran, parce qu'en fait, alors l'algorithme de Grover, je l'ai expliqué il y a 2 ans quand j'étais venu à Clermont la première fois. Je l'ai expliqué l'année dernière aussi dans une vidéo qui est sur le site de la RODEF, sur une plénière sur le quantique. Et en fait, pour le résumer à nouveau, quand j'explique ça à mes étudiants, je dis c'est comme si Grover, c'est magique parce qu'il trouve en moins de temps qu'il faut pour parcourir la liste, la valeur que vous avez cachée dans la liste. Et il y a une liste, je vous dis. Donc par exemple, vous avez un ensemble de cartes, et puis le magicien il me dit choisissez en une, je ne regarde pas, par contre choisissez une, pas pour refaire. Maintenant le magicien il dit ok, je vais lui trouver la carte. Je l'ai trouvé. Très vite, beaucoup plus vite que tout va dire. C'est laquelle? Je ne sais pas vous dire, je ne vais pas observer dans le cas. Alors par contre, il peut faire, le magicien, il peut tapoter sur son tas pour faire émerger la carte. Puis après, il me dit regardez celle-là, vous prenez la carte, vous regardez, c'est la même. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que de tous mes états possibles, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y en a un qui va apparaître plus statistiquement que les autres. Et donc, quand on va faire émerger la carte, on va la voir sortir, on va voir cette probabilité qui va monter, et donc on va faire un tirage, par exemple un tirage, le tirage qui va émerger, c'est celui que je cherche. Et donc il va nous faire émerger ça. Et donc les tapotages vont en faire un racine de n pour voir que ça sort. Et donc c'est ce que fait l'algorithme de Grover. Vu d'abord. Si on rentre dans le détail, l'algorithme de Grover il fait quoi? Donc je redis le texte, hein. Grover, GPL, découvre un algorithme qui permet de trouver un élément dans une table de taille n non triée en racine de n. Et il utilise les 3 trucs importants. La superposition, donc on va prendre, par exemple nous, on va prendre n qubits, et on applique n à Damar sur ces n qubits. Donc là, ça veut dire qu'on a n qubits. C'est bien un seul fil, mais il y a un qubit de taille n. Et on applique n fois l'opérateur h, l'opérateur Damar. Donc on a nos 2 puissance n états possibles. Donc là, ça y est, je vais faire poser mes 2 puissance n, mon milliard d'états possibles. Et maintenant, ce qu'il fait, il dit, si vous fabriquez un oracle qui permet de définir l'élément à trouver, vous êtes capable de marquer ça, vous êtes capable de le décrire ce que vous cherchez. Donc il faut juste décrire avec les portes quantiques l'état qui nous intéresse. Donc, nous, ça va être la solution optimale, ça va être une solution sociale, une coloration propre, etc. On va décrire par rapport à nos variables à quoi correspond notre problème. Il suffit ensuite d'intriquer celui-là avec un qubit révélateur. C'est un qubit supplémentaire, on met un 1, le 0 est passé à 1 avec un x, et ensuite on le lie avec. Et donc en fait, globalement, si vous êtes capable de me marquer les éléments, ici, avec U, donc dans mon oracle, je vais pouvoir le mettre en évidence avec le 1 qui est ici, et grâce à mon opérateur particulier qui vaut H de N, 2, 0, N, 0, N, etc., c'est un opérateur de Grover qui est particulier, c'est lui qui extrait la probabilité de ceux que des éléments qui sont marqués. Donc, des éléments de départ qui sont tous possibles, votre fonction de marquage, votre fonction de rotation, elle va valoir soit 0, soit 1 en fonction des valeurs possibles des états. Et le 1, celui que vous cherchez, c'est celui-là qui m'intéresse, que vous décrivez de manière quantique, hein, vous énumérez pas tout ça. Et bien l'opérateur de Grover va vous le faire émerger. Je ne sais pas si c'est clair. Hein. Il le fait émerger de manière statistique, exactement. Il le fait émerger régulièrement, de manière croissante, de manière constante. C'est-à-dire qu'au début, c'est tout le plus probable. Mais 2 puissance n d'état, donc j'ai 1 sur 2 puissance n au niveau des probabilités d'apparition de tout le monde. Et petit à petit, il y en a un seul qui monte à chaque fois. Et si j'itère, il monte de plus en plus. Si j'itère racine de cette fois, je suis quasiment sûr de trouver tout le monde. Oui. Je suis quasiment sûr, si je fais la bataille à la bière, si je fais 1000 fois le tirage, et que j'obtiens 999 fois ça, et les autres, parce que les autres, ils vont être très faibles. Après, c'est des stats, le tirage en fait, c'est fou, 10 000 tirages, sûr. Je voulais simplement dire qu'effectivement, on a toujours un algorithme stochastique. Donc après, il faut faire des réplications. Et le nombre de réplications à faire dépend de la probabilité, et, par exemple, qu'a donné Grover, mais ne dépend pas du problème qu'on résout. Donc c'est vraiment déconnecté. C'est-à-dire que quand on résout un problème de grande complexité, ben on a un algorithme qui résout, qui donne
une probabilité plus élevée à la solution. Mais à partir de là, on fait des réplications et c'est indépendant du problème. Le nombre de réplications à faire pour avoir la solution à 93%, de dépendant du problème. Donc elle n'entre pas en cause dans la résolution, dans la complexité de la résolution. Le problème, si on dépasse sur l'opération, on risque de changer le fait qu'il y a la probabilité de période. Oui, il y a le retrait, en fait. Il y a un nombre aussi. Exactement. Alors en fait, si on veut revenir au champ de la probabilité d'apparition, on va revenir sur mon qubit. Donc en fait, ce qu'on fait, en fait, au début, nos qubits, ils sont très peu probables, et en fait, ils vont être de plus en plus probables pour apparaître sur ce qui nous intéresse. Donc si on part du principe que c'était jusqu'à possible, et à la fin, là, c'est la solution, on fait tout doucement remonter le lent vers la solution. C'est vraiment ça, cette vision. Et donc en fait, à chaque fois, on monte, jusqu'à racine de n fois. La racine de n plus 1, en fait, on continue de tourner, en fait. Et donc on s'éloigne. Donc on a vraiment ce comportement régulier, qui fait que la probabilité d'apparition, l'itération après itération est toujours plus forte. Le climax, c'est la racine de n, et ensuite après, ça redescend. Et puis, alors, ça redescend, puis après, ça revient. Vous êtes trompé. Alors, j'avais pas vu que j'étais si en retard que ça, donc c'est normal. Mais bon, j'ai dit l'essentiel. Vas-y, vas-y. Sur les états des études, ce ne sont pas homogènes. C'est pas Non, alors justement, c'est une question que je me suis posée l'autre fois et je ne savais pas trop comment faire. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Il n'y a pas de. J'ai pas vu de publication. Non, je pas vu non plus. Mais a priori. Parce que l'ordo, on a des solutions sans l'ordo, au lieu de jeter des ailes de la puissance 5, on peut faire la personnelle. Parce que la tâche ensuite la tâche Mais par contre, il y a des articles, tu peux partir d'un état donné qui a un certain nombre de caractéristiques et rester dans le sous-ensemble qui a les bonnes caractéristiques. Non. Mais pas avec Grover. Il n'y a pas de publication là-dessus avec Grover. Mais tu parlais d'un factoriel, donc je vais sauter justement. Je voulais parler d'un tableau, mais c'est pas grave, je sautais le tableau. Je vais directement passer au slide sur le voyage de commerce, qui est un factoriel aussi, comme pour la même classique. Donc juste, il nous manque encore un opérateur pour l'instant. Ce que je vous ai raconté, c'est on veut optimiser, on veut minimiser. Pour l'instant, minimum, je n'ai pas fait, je sais faire des sorts. Donc, alors, ça tombe bien, comment on peut minimiser? En cours, qu'est-ce qu'on dit? On dit optimiser, c'est décider. Savoir si la valeur est minimale, il suffit juste de tester, est-ce que ma solution est inférieure à une valeur K? Donc c'est ce qu'on va faire. Pour trouver un minimum avec Grover, on va poser la question, on va recevoir un opérateur qui dit, existe-t-il une solution inférieure à K? Et si jamais il trouve une solution, on recommence, on itère en faisant K-1, en faisant la solution qu'il a trouvée moins 1, et on recommence. S'il ne trouve pas de solution, on sait qu'on est arrivé au truc. Donc on peut faire la minimisation par itération successive. Alors ça, Christophe Dur, il a publié ça aussi dans les 96. Donc c'est rien, c'est un naturel. Alors juste pour info, le nombre d'itérations, je disais tout à l'heure que c'était racine de n, ça dépend aussi du nombre de solutions. Parce que là, pour l'instant, je pars toujours du fait qu'il y a une solution parmi les 2 puissance n. Si j'ai plusieurs solutions possibles, en fait, la complexité, c'est de l'ordre de racine de n sur m. Donc ça plus il y a de solutions, toutes les solutions que j'ai pu marquer, elles vont monter aussi. De la même manière qu'une seule montée. Ben là, les m solutions montent aussi. Donc ça va aller un peu plus vite. Et quand je ne sais pas la valeur de m, je pourrais soit tester entre 1, une itération, soit jusqu'à racine de n itération. Sauf qu'en fait, potentiellement, ça pourrait être moins que ça, parce que je pourrais diviser par n. Donc en fait, il y a un petit algo aussi itératif qui dit, ben, au lieu d'explorer systématiquement toutes les valeurs entre 1 et racine de n, vous pouvez les explorer uniquement de manière parcellaire, en multipliant par 4 tiers à chaque fois, un peu plus vite. Et à chaque fois, vous faites un random. Ces algos probabilistes qui vous assurent que vous avez quand même suffisamment exploré l'espace pour trouver. Quoi qu'il arrive, vous êtes tombé sur un moment où la probabilité était maximale et donc vous aurez dû voir apparaître l'étape que vous cherchez. Donc ça, c'est vraiment des choses qui existent depuis longtemps pour pouvoir faire de la recherche du Grover Search. Et je voulais vous illustrer sur la voyageur de commerce pour terminer. Donc on va revenir sur ce factoriel. La voyageur de commerce, qui consiste à visiter une seule fois chaque ville en minimisant la distance totale parcourue. Donc la modélisation qu'on peut en faire, la modélisation quantique qu'on peut en faire, c'est celle qu'on avait adoptée quand on avait fait le livre avec Philippe, en fait, la programmation linéaire à programmation contrainte, où on montrait que la modélisation linéaire
classique des XIJ successeurs, je passe de I et vers J. C'est pas vraiment ce qu'il faut représenter quand on fait des contraintes. Donc pas trop ça, on peut faire la répartition en position, qui consiste à dire, là, quand j'ai mon majeur de commerce qui fait 1, 2, 4, 5, 3, en fait, je décris comme ça. C'est, je décris mon cheminement, je vais dire X, I, T, c'est en position T, je vais avoir la valeur I. Donc en gros, c'est, ou R, je l'appelle X, c'est R. Donc là, je mets 2, 4, 5, 3, hein, représente donc cette ici. Et donc la variable ici, c'est quoi? C'est la IM variable prend la valeur J. Donc j'ai juste à représenter les variables X, I, J, sachant que la IM variable prend la valeur J. Et la fonction de coût, c'est quoi? C'est la somme des distances parcourues. Donc, somme des distances parcourues, c'est la distance qui va de là, de 2 à 4, puis de 4 à 5. Ça veut dire c'est la distance qui va du nœud I, du nœud qui est en position I, vers le nœud qui est en position I plus 1. Donc, en contrainte, on le représente comme ça, on dit la somme des distances pendant N-1, c'est la distance au rang I vers le rang I plus 1. Enfin, le nœud au rang I plus 1. Vous voyez les variables dans les indices. On n'a pas peur, c'est très bien en contrainte. C'est pas linéaire, mais ça passe pour des contraintes. Donc c'est exactement ce que j'ai écrit ici. La fonction de coût, au lieu d'écrire que c'est une somme en N2 avec quelque chose à 0, je n'écris que les choses qui sont importantes. La distance à parcourir, c'est N segments, et je cherche les valeurs de ces N segments. Et ces N segments, ils dépendent de la valeur qu'il y a dans les chiffres. Donc c'est bien, le premier segment, c'est celui qui va être entre la valeur du premier élément vers la valeur du deuxième élément. Donc je l'écris de manière absolue au départ, et comme ça, j'ai plus qu'à calculer ça. Pour obtenir une permutation, c'est une permutation ici, il suffit juste, alors moi j'écris des relatifs, parce que moi je fais des sous-coups, je fais des contraintes, RI différent d'RJ pour tous les coups. Donc j'écris le différent. Alors différent, en PL, c'est pas beau, on aurait pu écrire aussi somme des XJ égale 1 et somme des XJ égale 1. On va voir qu'il n'y aura qu'un seul chiffre qui va être présent ici, donc une seule positionnement du I dans tous les J possibles, et chaque valeur de J n'apparaîtra que tout. Donc ça, si j'écris ça avec des qubits, je peux le faire. Donc si j'écris ça dans mon oracle, pour Grover, et bien automatiquement, par rapport à toutes les possibilités, alors là, si on représente les nombres ici, j'ai les 2 puissance n, j'ai tout, les n puissance n d'ailleurs, les n puissance n, c'est string, je ne sais pas comment dire, donc je pourrais avoir 2, 2, 2, 2, 2, 4, 3, 5. Et maintenant, si je dis que ça doit respecter que RI est différent de RJ pour tous les J différents, et bien maintenant, je vais avoir plus que les permutations possibles. Donc, je suis parti de 2 puissance n, mais avec quelques portes qui ont des sémantiques particulières, comme tout à l'heure avec ma somme, j'avais fait disparaître le 1, 1. Ben là, en fait, en exprimant juste les portes qui représentent l'opérateur différent, c'est ce qu'il va faire avec la somme que je tout à l'heure, l'intérieur, etc., pour ensuite dériver le différent, et bien, j'ai plus tous les états possibles. Ici, je n'aurai plus que les n factoriels possibles. Superposés sur le. Donc là, j'ai un vecteur qui possède toutes les possibilités sur le système. Et maintenant, quand je lance en l'air mes bits, je lis le résultat, ça me donne une permutation. Ça me donne que des permutations, tout le temps. Je n'en reviendrai pas, je ne rappelle jamais 2, 2, 2, etc., 3, 3, 3. Parce que je les ai contraintes pour ne pas apparaître. Si j'écris maintenant la somme, je vous ai montré qu'on peut écrire une somme tout à l'heure, je vais juste passer comment calculer un tableau, donc extraire une valeur. Donc en fait, automatiquement, j'ai un deuxième jeu de variable qui représente la distance D. Et donc en fait, non seulement j'ai dans ce vecteur ici toutes les permutations possibles, mais dans la valeur de D, j'ai toutes les valeurs des permutations possibles issues de la matrice. Donc je calcule, j'écris ma variable finale, distance parcourue, et dans cette variable distance, comme je l'ai écrit avec la somme superposée que je vous tout à l'heure, j'ai toutes les sommes de toutes les permutations possibles qui se donnent. Donc quelles que soient les valeurs que vont prendre mes R ici, à chaque fois, le 2, 5, 3, 4, 1, le 1, 5, 3, 1 ou le 2, 4, 5, 3, 1, ça me calcule automatiquement les bonnes valeurs qui sont. Toutes ces valeurs-là correspondent à toutes les choses simultanément. Donc j'ai juste écrit ça, comme j'écris un PL, et automatiquement j'ai tous les états représentés ici, toutes les distances possibles de TSP. Et maintenant, j'applique mon Grover en disant est-ce qu'il existe un TSP inférieur à telle valeur? C'est possible. Avec Grover, il va me faire émerger. Si c'est pas possible, je retrouve le tout. Donc on va pouvoir résoudre le TSP. Et c'est ce qu'on a fait l'année dernière sur un TSP taille 4. C'est le plus petit TSP du monde. On n'a pas oublié de faire le TSP taille 3, c'est plus facile. Le TSP taille 4 est la combinatoire. On peut faire soit ça, soit ça, soit ça.
Et on avait fait, on a mis des 1 sur les bords et 2 à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, en fait? Donc là, on retrouve quoi? Donc là, c'est 4 nombres qui peuvent être représentés sur, alors moi, je suis sur 2 qubits, parce qu'en fait, valeur de 0 et 3. Donc ça faisait quoi? 4 fois 2, 8. 8 puissance 8, 256. Donc en fait, j'ai 256 états potentiels, et donc quand j'ai fait mon tirage à 1000, là, bah, j'ai eu 256 tirages. Donc on voit qu'il y en a plein qui sont un peu partout là. Et puis surtout, j'en ai eu 8 qui sont là, que j'ai représentés ici, qui sont les plus probables, ici, probables. Et c'est quoi? Bah, c'est ABCD. Donc ABCD, c'est le tour qui passe par 1, 1, donc c'est celui qui est le tour minimal. Et ici, c'est ceux qui ne passent pas par ABCD. Alors, j'en ai 8 parce que globalement, j'ai les 8 démarrages possibles, ça peut être B, C, D, A, et puis ça peut être aussi dans le sens A, D, C, D. Mais en fait, c'est les 8 solutions. Les 8 solutions admissibles qui prennent le test minimal en émergent. Donc ça marche. Le Grover, il m'a fait sortir le minimum. J'ai pu représenter mon problème avec uniquement le différent et la somme. Et grâce à la minimisation avec le inférieur, l'importance du inférieur tout à l'heure, j'arrive à faire le test. Je vais conclure, parce que je suis en retard. J'ai un autre problème de coloration, mais le laissage en ligne, donc vous pourrez regarder le résultat. C'est la même chose, mais avec un problème de coloration, mais on est toujours sur la même idée. Je superpose les valeurs, j'écris un oracle avec des différents et inférieurs, et je révèle avec Grover. Donc juste le modèle à écrire dans le TSP, c'est pas la même chose que le modèle à écrire dans un problème de coloration. Là, je prends 2 à 2 les deux, et j'ai trouvé la différence. Vraiment pas trop difficile. Je vais faire tourner. Ça marche. Ça marche en itérant toutes les valeurs possibles. Là, quand je ne sais pas le nombre de solutions, en fait, je suis obligé de tester les solutions. Ce que j'ai fait dans un Excel. Là. Donc en fait, il teste tout plein de possibilités, à chaque fois il trouve. Donc là, en fait, c'était. Il fallait trouver les 5 nœuds. Est-ce qu'il y a une solution à 4 couleurs? Maintenant, il trouve une solution à 4 couleurs, à la 11e itération. Est-ce qu'il y a une solution à 3 couleurs? Oui, il trouve. Est-ce qu'il y a une solution à 2 couleurs? Il n'y a pas. Donc en fait, il va jusqu'au bout. Il énumère toutes les possibilités, après il prouve qu'il n'y a pas de solution. Et donc, grâce à ça, on trouve un petit graphe se colorer avec 3 couleurs. Donc pour terminer, donc tout le code là, est en ligne sur le guide du LIRM. Alors attention, il y a deux branches. Chaque stagiaire met sa branche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est faisable, on le fait, et ça commence à tourner. Donc, on attend les machines pour avoir des gros problèmes. Pour l'instant, on fait les petites colorations du monde, les petits valeurs de coloration du monde, les petits salles du monde, et en fait, après, on va avancer. Et ça, c'est un peu un compromis entre la combinatoire et la propriété des machines quantiques, parce qu'en fait, pour l'instant, on attend que les propriétés quantiques marchent bien et qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il y ait des correcteurs, qu'il y ait de la mémoire, etc. Comme je vous ai montré au début, tout ça, ça avance vite, et donc on va bientôt les avoir, on oubliera ces scories qu'ils ont fait au début, et on pourra vraiment faire des modèles. Et juste pour voir que c'est pas fini, on parlait de Grover, donc par exemple Montanaro, qu'est-ce qu'il fait? Il représente un arbre d'énumération de manière superposée. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un arbre d'énumération qu'on va explorer, il prend juste un chemin de descente dans lequel il présente les différents états et la transition qui fait passer d'un état à l'autre. Donc avec les règles de transformation. Et donc automatiquement, il superpose toutes les possibilités d'états qu'on peut atteindre par mon arbre virtuel, mais sur un seul morceau. Ce que je veux dire, c'est autant l'énumération qui pourrait être très grande, avec plein T nœuds, donc comme on a un arbre d'énumération, ben en fait, il ne fait que décrire comment on passe d'un état à l'autre, quand on énumère, et grâce à ça, il représente de manière superposée, sur un seul vecteur, sur un seul registre, tous les états possibles à accéder dans un arbre d'énumération. Et donc, grâce à ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se met sur la racine, et regarde le premier, il explore, il représente potentiellement tout l'arbre d'énumération, tout le sous-arbre dessous, et il dit est-ce qu'il y a la solution là-dedans? Et c'est ce on lui dit oui ou non. Il teste les autres, et comme ça, il voit que dans ce sous-arbre-là, oui, il y a la solution. Donc après, il avance. Et après, il reteste à nouveau les n-1 sous-arbres dedans pour savoir lequel aurait l'optimum. Il avance, et donc en haut de n, il trouve l'optimum. Donc, c'est une manière vachement maligne de faire, c'est-à-dire il fait du quantum walk pour les algos de backtrack. Et on peut aussi jouer sur l'estimation. Donc, c'est vraiment une tendance qui arrive. Alors, le problème de ça, c'est qu'il faut des grosses machines parce qu'il faut quand même représenter tous les arbres, tous les nœuds possibles. Pour l'instant, on a 30 ou 40 qubits, on ne peut pas le faire. Donc, mais c'est très beau. Dans la compte de contraintes, les gens commencent à faire des algorithmes de filtrage. Donc,
les contraintes, il y a des contraintes globales qui ont des gros algorithmes pour pouvoir partager ce rythme. Mais ils commencent à proposer des algorithmes de filtrage maintenant pour utiliser les QPU, donc il y avait les CPU, les GPU, il y aura les QPU qui sont des processeurs quantiques, qui vont pouvoir calculer très vite des choses, beaucoup plus vite qu'on peut le faire sur la machine classique. Donc par exemple, on va mettre ça dans un gros solver de contraintes, des filtrages de certaines contraintes qui vont être très lourds, on va être fait sur, déportés sur une machine QPU pour obtenir des propagations qui, elles, vont pouvoir réduire en place. Donc là, les gens de contraintes sont déjà dessus. Là, Chini, qui est chez IBM, il a présenté un nouveau papier qui permettait de, pour du SDP, donc l'algo des points intérieurs qu'on fait dans la poulière, et bien il les représente en quantique, il va plus vite on pourra aller plus vite, le jour on va bien quand on dit ça, pour calculer les points intérieurs pour résoudre des SDP. Donc c'est une programming problème. Et donc il y a plein d'idées en fait, c'est assez de dire on peut superposer tout et ensuite on peut extraire beaucoup plus vite qu'on n'a jamais pu accéder à tous ces états. C'est à nous maintenant de découvrir j'ai trois petits points, je vais le mettre ici. Mettez votre problème favori et réfléchissez à ce que Grover peut apporter pour vous. Donc de la même manière que vous réfléchissez à ce que le programme enseignant peut apporter pour vous, de la même manière que le partage que j'ai vu, de la même manière que... Désolé, je n'ai pas eu l'heure, donc je suis en retard. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y. Là, il y a un nombre quadratique. Un nombre quadratique de contrat. Donc, on pourrait, si ça t'embête, on pourrait écrire une somme. On pourrait faire comme en PL, on pourrait écrire la somme des régies sur I égale 1, pour dire qu'il y a une seule valeur, c'est un nombre linéaire, et puis la somme en colonne, et là ça fait que 2n contraintes, 2 sommes. Donc après la question c'est laquelle est la plus consommatrice en fait. Mais là, on n'a pas un nombre quadratique de booléen représentant la satisfaction de la contrainte. On a juste un nombre linéaire de booléen représentant la valeur. Ouais. Sachant une permutation, c'est Bordeaux. Bordeaux, c'est des permutations. Et dans les derniers travaux, il y a des moyens, comme dans la méthode, d'explorer l'espace des permutations qui correspondent au problème en restant systématiquement dans cet espace. Donc on évite. Voilà, exactement. Comme on fait avec les recherches locales dans notre communauté depuis longtemps. Exactement, c'est le scope. Ça existe. Ça existe. Allez. Ça sert dans les calculs. C'est une question que j'avais hier soir. J'aurais dû venir boire une bière avec hier soir parce que c'était une question qu'on a posée à personne de venir de bière. Et alors, tu as fait une très bonne réponse, je te laisse, redonne ça. Moi je pense qu'il y a Gérard, le mathématicien. Pourquoi faut-il c'est bien complexe cette histoire alors D'abord, vous verrez ça demain. Mais c'est surtout que la fonction d'onde, qui était le alpha-bêta du qubit, ce qui donne la probabilité d'avoir 0, par exemple, c'est la valeur absolue, la norme du complexe alpha au carré. Ce qui veut dire que pour avoir une seule probabilité, vous avez une infinité de alpha possibles. Et en réalité, on joue sur les complexes au niveau de l'intrication, au niveau de... On couple les qubits en jouant sur les complexes, sans changer la probabilité, justement, puisqu'on a une infinité de possibilités pour une même probabilité. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que les représentations que l'on fait sont presque toutes très insatisfaisantes, voire même fausses. On verra ça demain. Je vous montrerai comment, en changeant une phase, on change une probabilité, et puis Pascal n'est pas franchement ce qu'on pourrait changer. Vous verrez. Sur la simulation, non, je ne sais pas non plus sur le domaine, on en parlait hier.
parlait de simulation, c'est pas de simulation. C'est pas de simulation, il y a. Les éléments finis. Ça avait l'air d'être. C'est fait pour. Il y a des choses sur les simulations. Il paraît qu'il y a des gens qui font des. Il y a des résolutions d'équations différentielles quantiques. Ou des éléments finis, ça, tu sais. Il y a des gens qui se posent des questions là-dessus pour justement pouvoir travailler là-dessus. On sent bien que. Il y a des papiers. Si on veut pas les visuels, en fait, on a envie de superposer. Non, mais sur la simulation, ça a l'air d'avoir un peu fait comme ça. Ça a été fait pour ça. C'est de la simulation. Ça s'appelle la simulation. C'est ça la simulation. Non, ça, il n'y a pas de La papier. simulation, c'est simuler des. Non, il n'y a pas de Simulation papier. industrielle, on a parlé hier. Pour l'instant, il n'y a rien, mais il y a des gens qui. Il n'y a que de la simulation continue. Le phénomène est essentiellement physique ou chimique. Il n'y a rien d'autre. La dynamique. Il y a zéro Il y a public. quand même quelques papiers en. Ouais. Oui, C'est c'est la vrai. finance. Oui, C'est vrai. Quantum finance, oui. Exact. Exactement, c'est un domaine de travail. Pas beaucoup. Hein. Et étudier des découvertes. Ouais. Moi, j'ai jamais rien Sur la compris. simulation du droit, c'est-à-dire. Ouais. Parallèle. Ouais, mais c'est un peu là. Typiquement, là, le quantum advantage, le quantum suprématie, c'est sur des problèmes comme ça, mais des problèmes théoriques. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de résultats. Finance aussi, hein. Finance, ça fait trois papiers qui disent, oh là là, vous allez voir ce qu'on va voir avec un Monte Carlo super rapide, qui est beaucoup plus efficace, qui simule deux états d'un seul coup, et qui simule un par un, voilà, Monte Carlo. Mais pour l'instant, on n'a pas vu vraiment des choses. Programmation de la simulation, si on arrive Ouais. Ben alors, faire de la ça, c'est. simulation très rapidement à chaque étape, Ouais. Alors pour l'instant, on n'a que des micro-machines. Donc en fait, je pense que ces concepts, on pourrait faire des choses. Il y a du branch quantum, il y a du branch inter, branch quantum. Il branche, puis après, il fait du quantum sur les anciens comme tu dis. Là. On s'arrête, il y a des pouvoirs complètement. On va simuler tout un état superposé. On pourrait le faire. Mais pour l'instant, ils m'ont vraiment les machines. Nous, ce qu'on fait là, on essaie de montrer que ce qui peut tourner. Alors que ça fait 20 ans que les gens inventent des théories. On pourra faire ça, on pourra faire ça, on pourra faire ça. C'est ce qu'il faut vraiment. Une machine restreinte. Moi, j'ai juste le mauvais rôle. Il va falloir qu'on arrête parce qu'on a le déjeuner à midi et demi, 1h moins le quart. Et donc, on a la parole à passer à Colibri. Donc, on peut continuer à midi.